Bien, eh bien, nous avons bien fait le réglage, donc l'optimisation avec le ST2, donc avec Sensul, avec les enceintes NS10, donc toutes seules, etc., les Bora, etc. Voilà, et donc on a fait les mesures aussi avec Clio, et maintenant, eh bien, on va pouvoir comparer par rapport au nouvel appareil que va nous présenter, il est venu spécialement pour ça, Alexandre, le Nova. Oui, C'est à toi, Alexandre. bonjour à tous. Donc voilà, donc rapidement, moi c'est Alexandre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille chez Trinov depuis 5 ans maintenant, ouais, ça va faire 5 ans. Et je m'occupe en fait de toute la partie Trinov en France, donc aussi bien pour les studios d'enregistrement que pour le home cinéma, les cinémas commerciaux. Donc moi en fait, à partir du moment où il y a des enceintes et quelque chose à améliorer, bah, je suis là, tout bêtement. Donc voilà, donc effectivement ici on va parler de Nova. Donc Nova, c'est en fait notre nouveau processeur audio pour les studios d'enregistrement qui peut faire de 2 à 6 canaux et qui est, voilà, qui est principalement destiné à une clientèle donc d'ingénieurs du son. Pour nous, c'est une toute nouvelle machine, c'est une nouvelle génération de matériel. C'est-à-dire qu'en fait, avant, bah, les Trinov, pour ceux qui en ont déjà ou ceux qui en ont déjà vu, c'était des appareils un peu imposants, avec un gros boîtier, parce que tout bêtement, il y avait un PC dedans, il y avait, voilà, après il y avait des cartes d'entrée-sortie, tout ça, donc c'était quelque chose d'assez imposant et parfois un peu compliqué à trimballer, Patrick ne dira pas le contraire. Oui, c'est un peu lourd des fois avec le rack et tout, hein. Et donc maintenant, bah, à Nova, en fait, on est reparti d'une feuille blanche, quasiment. On a viré le PC, donc il n'y a plus de PC, on a un processeur ARM, voilà, on a des nouveaux composants électroniques qui nous rendent moins dépendants en fait des fabricants de composants. Bah, ça, c'est un peu suite à la pandémie aussi. C'est-à-dire qu'on a plus d'autonomie dans la fabrication. Et donc maintenant, on a un appareil qui est beaucoup plus compact. C'est-à-dire qu'il fait, bon, il fait toujours, voilà, il fait toujours 19 pouces de large, mais en fait, il fait 1 U au lieu de 2 et il fait 17 cm au lieu de le double. Donc en fait, maintenant, voilà, c'est ce que je dis toujours, moi, je peux maintenant, c'est la première machine avec laquelle je peux aller calibrer dans le métro, enfin, en allant, je peux prendre le métro pour aller calibrer, puisque ça tient dans une housse de clavier, en fait, tout bêtement, avec le Puis c'est très micro. silencieux, hein. Et c'est très silencieux, Pas c'est l'autre aussi, fanless, ouais. maintenant, voilà, mais là, maintenant, on est sans ventilateur, il y a Hmm. juste un dissipateur thermique. Donc voilà un peu pour le processeur Nova. On a aussi une autre grosse nouveauté, c'est qu'en plus donc des traditionnels connecteurs analogiques et numériques, on a rajouté l'audio sur IP. Donc on a du Dante. Donc bah, le cas typique, c'est qu'on peut l'utiliser maintenant en insert Dante. Voilà, enfin le cas typique, c'est bon, il n'y a pas très longtemps avec une MTRX Studio, on l'a mis en insert Dante et puis comme ça au moins hop, on rentre, on sort. Ça travaille uniquement en numérique et il n'y a pas de conversion, double conversion, tout ça. L'interface a aussi été entièrement revue. Donc sur le ST2, ben, on avait une interface qui était un peu l'interface historique, hein, Oui, oui, complètement, hein. qui commençait un peu à accuser voilà, son âge, on va dire. Voilà, donc qui était accessible bah, soit via soit un écran externe, tout Qu'on ça. a ici, ouais. Voilà, et on est vraiment passé sur quelque chose de beaucoup plus moderne, une technologie responsive qu'on peut utiliser sur ordinateur, sur une tablette. Et maintenant pour lesquels on y accède directement depuis la Trinov, l'application Trinov, donc la Trinov App, donc qui permet effectivement pour la Nova globalement d'accéder à l'interface, mais aussi de la mettre à jour et de mettre à jour les licences, puisque en fait maintenant pour Nova, on est dans un système de licence, c'est-à-dire que la machine, elle est prête pour 6 canaux d'un point de vue matériel, et c'est en fait ce qui va déterminer en fait, son tarif, c'est la capacité qu'on lui donne d'optimisation, c'est-à-dire que soit on lui dit tu peux optimiser 2 canaux pour un système stéréo, soit pour les systèmes avec caisson ou 2 systèmes de monitoring stéréo, bah, il faut une Nova 4 avec 4 canaux d'optimisation. Et puis après, bah, si on veut optimiser un 5.1 ou 3 paires de moniteurs, il faut une Nova 6. Voilà. Mais c'est une licence logicielle, ça s'achète via notre réseau de revendeurs, et après c'est juste une mise à jour, et après bah, vous avez mise à jour de licence disponible, hop, ça débloque la licence et la machine est opérationnelle. Il n'y a plus qu'à recalibrer. Voilà un peu pour une présentation brève de Nova. Je sais pas, Patrick, si tu... Oui, bah moi je trouve qu'effectivement là c'est beaucoup plus, on va dire convivial quoi, hein, que l'autre. Enfin c'est plus d'actualité on va dire
au niveau de l'ergonomie. Après, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est à l'arrière, par exemple, c'est du SPDIF, par exemple. Oui, et pas de l'AES. Pas de l'AES. Bon, donc on m'a fait la remarque plusieurs Oui, fois. oui, Bon, alors c'est après, des... ça marche très Bah, bien. après, c'est de toute façon, c'est toujours le connecteur qu'on n'a pas, enfin, sur lequel voilà, il y a des remarques. Typiquement, le ST2, on avait plein de remarques parce qu'on n'avait pas d'ADAT. Oui, c'est vrai. Donc, on met de la date, et puis maintenant, on dit « Ah, il n'y a plus d'AES ». Voilà. Donc, c'est comme Mais ça. bon, après, le SPDIF, ça fonctionne. On peut Non, mais voilà, non, mais c'est... Après, peut-être que pour une évolution du Nova, voilà, il y a des choses. Après, on est à l'écoute des gens. Il y a d'autres marques aussi. Il y a des gens maintenant qui nous disent oui, oui. Enfin, on a aussi des demandes par rapport à du Bluetooth. C'est-à-dire pour les gens qui Oui, veulent ah oui, écouter. oui. Alors après, c'est un autre truc, mais c'est pour faciliter. Voilà, genre, je veux faire écouter un morceau directement, Exactement, une ouais. maquette depuis que j'ai stocké sur mon téléphone. Donc après, nous, chez Trinov, là, on essaye de prendre en compte toutes ces remarques. Après, ça nous donne des retours et voilà, on peut pas... Ça s'est toujours fait un petit peu comme ça chez Voilà, Trinov, l'idée, de toute façon, l'idée de Trinov, c'est d'avoir un produit qui dure dans le temps. Donc, avec un support qui dure dans le temps. Donc, on essaye effectivement à chaque fois d'avoir... voilà, on écoute nos clients et voilà, on prend la remarque de l'AES, on prend les autres marques et on verra comment le produit évolue à l'avenir. Mais En tout cas, absolument. il évolue bien. Oui, de toute façon, l'esprit reste le même. Enfin, au niveau mesure, bon, on va comparer. Ce qui est intéressant, c'est de comparer vraiment. Exactement. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire des mesures et des écoutes comparatives Exactement. quantifiables. Donc, ce qu'on va faire. Et moi, ce que je te propose, c'est de faire de nous emmener donc en voyage d'exploration dans la machine et surtout de l'utiliser, de voir comment, de faire un cas d'utilisation pratique. Donc oui. là, donc on a toujours nos systèmes donc Bora là, donc voilà avec un sub. Donc on a 2 enceintes, un sub. On va faire un bass management. Donc là, voilà. Comment on procède? Donc on peut, je pense, y aller pas à pas, quoi. Voilà. Donc en fait, alors la Nova, donc là on a l'interface. La Nova, donc là c'est l'interface d'accueil de la Nova. Donc là c'est une machine qui a déjà été calibrée, configurée. Donc en fait on a l'interface où on peut choisir les sources, son contrôle de monitoring avec le solo, les mutes, le choix des down mix, le choix de ses enceintes. Donc si on avait plusieurs speaker sets, machin, les vumètres, la sortie casque, le volume, tout ça, on a toute l'interface. En fait, quand on achète une Nova, maintenant on a considérablement simplifié les choses, parce qu'avant, quand on achetait un ST2 Pro, en fait, on avait une interface et il fallait trouver le sens dans lequel il fallait opérer pour faire la calibration. Là, on est guidé. Oui. Et là, en fait, globalement, donc, là, je vais me mettre un peu en mode comme si on sortait de la boîte. Donc, globalement, dès qu'on branche la machine, maintenant, hop, on a... elle nous dit, en fait, bienvenue dans le Welcome to the Setup Wizard. Ouais, l'installation. Donc, en fait, c'est globalement l'installation, le guide d'installation pas à pas de la Nova. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est on suit les différentes étapes et on a un résultat. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est... en fait, toutes les erreurs qu'on pouvait faire avant avec un processeur Trinov, c'est-à-dire oublier le filtre de calibration du micro, ne pas muter la machine et se retrouver avec un Larsen qui endommage les enceintes. Oui, ça m'est arrivé, je dois dire, c'est pas drôle. Voilà, c'est pas drôle. Être à court de la pile du micro, et puis c'est un dimanche après-midi, et puis on n'a rien pour acheter une pile 9 volts. Voilà, tout ce qui a été fait, et puis se dire, ah mais pourquoi j'ai pas de son? Plein de choses comme ça. Là maintenant, on a tout fait en sorte, ça sélectionne tout, ça mute la machine automatiquement, le micro est alimenté par le processeur, le processeur reconnaît automatiquement le micro et va chercher le bon fil de compensation. Donc c'est pour ça qu'en fait le micro, d'ailleurs c'est pour ça me permet de préciser que le micro n'est pas compatible avec les anciens... Enfin la Nova n'est pas compatible avec les anciens micros, tout simplement parce qu'en fait elle a besoin d'un micro intelligent, c'est un peu avec un peu d'électronique à l'intérieur. Justement parce que voilà, on a voulu simplifier les choses. Donc voilà, donc là on est à l'écran, donc on a bienvenue dans le Wizard, on peut choisir effectivement, on a une petite aide en bas. En fait, on clique sur Next. Donc en fait, on a l'option, soit on utilise la Nova en tant que contrôleur de monitoring, donc on peut gérer les downmix, machin, définir ses sources, tout ça. Soit on peut l'utiliser en tant que black box, c'est-à-dire en boîte noire, où là effectivement c'est basiquement une matrice de routage. Et on optime. Donc là, on va le faire en tant que contrôle de monitoring. Oui, c'est quand même en général. Voilà, c'est l'usage un peu plus courant et. Ce qui vaut le coup.
Puis voilà, ça permet de montrer beaucoup plus d'options. Donc voilà, donc clic. Donc là, la première chose qu'on va définir, c'est ces sources. Donc on a une page, en fait, on a la page. Par défaut, on a défini 4 sources. On a défini source analogique, source SPDIF, source optique et source Dante. Et en fait, on remarque qu'à chaque fois que je passe en fait le curseur de ma souris sur une source, en fait, elle apparaît en surbrillance à la face arrière de la Nova. Donc en plus, ça indique quelque part où il faut brancher les choses. Donc les sources, on peut les renommer. Donc on peut, si ma sortie analogique, par exemple, si je veux l'appeler sortie console, ben, je l'appelle sortie console. OK. La source Dante, si je veux l'appeler, voilà, enfin. Ouais, on peut appeler comment on veut. Voilà, on peut appeler tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limitation à l'imagination. On a un niveau, donc on laisse par défaut, on peut définir un niveau. On peut définir le format de la source. Donc là, bon, par exemple, là, on va rester sur des formats stéréo. Mais si on avait une source 5.1, ou on peut même aller jusqu'à une source 8.0 ou une source 5.1 de Atmos, on peut très bien définir la source. Et après, ce qui va nous permettre... Sauf que là, il faudra... la machine... voilà, exactement. Pas, là. Voilà, il ne permettra pas. Passer sur l'UMC. Voilà, mais en fait, et du coup, après, on a la matrice de routage où effectivement, on va définir, mais en fait, pour chaque source, hop, en fait, ce qu'on veut, où est-ce qu'on récupère le son ou pas. D'accord? Donc, oups, j'ai fait un next. Ouais, ça arrive même au meilleur. Donc SPDIF, pareil. Hop, si on fait SPDIF, du coup, on voit là qui récupère là. Bon, de toute façon, il n'y a pas, comment dire, il y a pas trop, on n'a pas trop le choix. Bah oui, left après, voilà, left right. Après, c'est plutôt dans l'histoire de la source Dante, en fait, où on peut choisir effectivement sur quel canot de Dante. Par défaut, les Nova, elles ont leurs 16 canaux de Dante qui sont permis par la puce Broadway activés. Donc en fait, on peut, après, suivant en fait le routage qu'on a fait dans son Dante Controller, on peut très bien dire, en fait, ma source Dante, je la récupère en 15-16 et donc ça se fait via la matrice de routage. Donc voilà, après on peut aussi dire qu'on cache les sources, donc on les hide, elles apparaîtront pas dans l'interface machin, ou on peut même les effacer, si on estime qu'on n'en a pas l'utilité. Bon là on va les lisser. Hop, on fait next. Pareil pour voilà, les speakers. Donc là, on définit donc, notre type d'enceinte. Donc là, on est dans un setup 2.1 avec un caisson. Donc on se met stéréo plus sub. On peut lui donner un nom. Donc on peut les appeler Bora. Bora plus Sirocco, tiens. Plus Sirocco. Ouais. Sirocco, c'est le truc où tu sais jamais si c'est un... 2C, oui. Un R2C ou 2R1C. C'est un R2C, oui. Voilà. Là, on définit le routing. Donc en fait, on définit le routing, donc on va dire... Voilà, L, c'est analogue out 1. R, c'est analogue out 2. Là, on définit sub. Donc on peut très bien dire un sub, deux sub, et on définit le sub, l'analogue out 3. On peut générer un bruit rose ici, d'accord, pour vérifier le routage. Alors une question, Alexandre. Si par exemple on avait deux subs, ce qui peut être deux subs. Oui, mais dans ce cas-là, on fait un filtrage actif comme si on avait deux enceintes bi-amplifiées, ou si on fait un sub en bass management stéréo? On a un bass management et on a un bass management matricé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir le bass management matricé. Donc en fait, tu peux décider si tu fais un bass management mono, c'est-à-dire qu'en fait, le grave de ton enceinte gauche, par exemple, il va dans le sub gauche, dans le sub droit, ou dans les deux subs. De manière à pas faire un sub mono, parce que quelquefois, c'est en mastering, par exemple, on a envie de avoir mais là, tu peux vraiment de graves en stéréo. Voilà, en fait, le bass management matricé, ça vient un peu de nos machines multicanaux et ampériques. Ou même typiquement dans les pré-recommandations de Dolby Atmos, en fait, ce qu'ils préconisent, c'est d'avoir un bass management où tu vas faire du bass management mais que sur les surrounds. Dans les cinémas, le LFE va dans le canal, machin. Et si on a une enceinte dans le même bi-amplifié, donc on fait la même chose. Si on a une enceinte là, par exemple, qui est bi-amplifiée avec un grave, on n'a pas encore les filtres actifs sur Nova. Ah, voilà, donc c'est ma question. C'est la seule limitation qu'on a par rapport au ST2 qu'on peut faire. C'est qu'on n'a pas encore les filtres actifs. Le hard, matériellement, on peut le faire. On peut le faire, j'imagine. Voilà, c'est juste qu'effectivement, c'est en cours d'écriture. D'accord. Faut savoir que Nova, on est quand même reparti d'une feuille blanche, donc il a fallu refaire le soft à zéro. Donc en fait, voilà, on a petit à petit, on a passé, là, Nova, ça fait un an que c'est sorti, maintenant on a passé un an, entre guillemets, à faire une migration complète. En fait, c'est comme toutes les plateformes, quand Apple a changé et passé de Intel au processeur ARM, il y a eu un moment avant que tous les logiciels soient optimisés pour ARM.
Oui, non, mais c'est pas une critique. Hein, non, juste, non, mais c'est bien de le préciser, c'est-à-dire que si des gens ont encore effectivement des moniteurs bien amplifiés, il faut, voilà, et qu'ils ont un ST2 Pro, il ne faut pas qu'ils migrent sur pour le Nova moment, oui, pour l'instant. parce qu'en fait, ils vont se retrouver un peu le bec dans l'eau. Mais effectivement, après, on aura les filtres actifs. Ok. Donc là, on va laisser un sub, d'accord? Donc après, la machine nous dit également le nombre de licences. Donc en fait, si on avait... bon, là, on a 6 licences. Mais si on n'avait que 4 licences, ça rentrerait. Par contre, si on avait 2 licences, avec 2 licences, on ne peut pas gérer un système 2.1. Forcément. Ou alors, il faut gérer le système, le sub passé par... En dehors, oui. En dehors, mais ça marche moins bien. Honnêtement, ça marche beaucoup moins bien. Voilà. Mais on peut le faire hein, au début. Oui, on a beaucoup de clients qui, en fait, nous prennent des Nova 2. Même s'ils ont un 2.1, ils se rendent compte de l'apport du Trinov. Puis après, ils achètent la licence. Alors, littéralement, en général, 2 jours après. Ah ben en fait, il me faut 2 licences de plus. Ouais. C'est pour parce que je savais pas trop pour le sub, et en fait, oui. Donc voilà. Donc, ok. Donc là, après, on a une étape pour le routing. Donc en fait, ça veut dire que, voilà, typiquement, on est dans une config assez simple où effectivement, toutes les sorties, on va les définir sur les sorties principales. Mais si on avait des routings un peu plus compliqués, des configs un peu plus compliqués, genre on avait par exemple 2 systèmes d'enceintes avec une sortie en particulier, on va la rediriger vers cette enceinte, ce jeu de moniteur en particulier, on pourrait très bien le faire ici. Voilà. En fait, c'est la table de routage du truc, donc on peut vraiment... la machine est ultra flexible, hein, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et après, le preset, hop, là on lui donne un petit nom, on va l'appeler devenir ingé son. Hop. D'accord. On peut définir si le preset démarre par défaut. Démarre par défaut, oui. Donc par défaut, c'est que... Quand on allume l'appareil. Voilà. Bah, ça évite... avant, sur les ST2... bon, on l'avait toujours. Bah, hein. Oui, non, mais en fait, par défaut, c'était le preset, le built-in. Donc en fait, c'était pas calibré. Ah oui, au départ, oui. Ouais, donc les gens, il y avait plein de gens qui calibraient, puis après, ils redémarraient la machine, et ils nous appelaient, ils disaient je comprends pas, j'ai fait un réglage, mais ça sonne pas bien. Oui, bah, c'est normal. Voilà. Donc maintenant, voilà, c'est activé. Ça fait partie des choses, effectivement, où on a fait en sorte de plus avoir ces petits, comment dire, ces petits moments de gêne ou de trucs qui ne servent à rien. Donc une fois qu'on a fait la configuration, on a toujours, voilà, la Nova est toujours pas calibrée, mais en fait, donc elle est, le setup de la machine est fait. Donc maintenant, on va cliquer donc, sur calibration. Donc en fait, on a une icône avec le fameux micro iconique de Trinov. La sonde tridimensionnelle. La sonde tridimensionnelle Trinov. Ah oui. Donc, et là, on passe dans la deuxième partie du wizard, donc du guide de calibration pas à pas. Donc, il vérifie l'horloge audio. Donc, on est bien à 48 kHz. Donc, en fait, toutes les calibrations de Trinov se font à 48 kHz. Oui, bah, comme dans le ST2. Comme dans le ST2. C'est juste qu'avant, on ne vérifiait pas. Maintenant, on vérifie. Après, avant, il y avait juste un message. Ça m'est arrivé d'être en 87, par exemple, en esclave, tout ça, et je dis tiens, c'est bizarre, ça marche pas. Voilà, donc on vérifie qu'on est bien en 48K. Ça, c'est notamment le cas si jamais la machine elle est sur un réseau Dante et que le Dante est en 96K, par exemple. Du coup, elle prend le 95K et là, elle va dire non, il ne faut pas calibrer. Hop, le micro. Donc le micro est automatiquement reconnu. Voilà. C'est le micro V10 1151. Donc voilà, on a le numéro de série, on a tout ça. Donc il est alimenté, c'est super pratique. Avant, effectivement, il fallait rentrer... il fallait rentrer le fichier par la clé USB. Voilà, alors moi j'ai même connu l'époque où il y avait même clé USB livrée avec les Trinov, il fallait les appeler quand il n'y avait pas le fichier. J'ai connu ça aussi. Donc si tu étais un peu du genre noctambule de la calibration, bah tu pouvais pas. Oui, c'est ça. Donc maintenant, voilà, c'est automatique, il n'y a plus besoin, on a le bon fichier, on est sûr de faire une bonne calibration. Hop, donc là après, il y a les préconisations de placement pour le micro. Donc le micro se place au point d'écoute principal. Hauteur d'oreille en haut. À hauteur d'oreille. Ça n'a absolument pas changé. On a exactement les mêmes préconisations. Oui. Est-ce qu'on fait une mesure, plusieurs mesures? Maintenant, on a des jolis dessins qu'avant qu'on n'avait pas. Non, mais de toute façon, l'idée, c'est bien pour les gens qui ne seront pas forcément spécialistes. Exactement. L'idée, c'est que les gens soient un peu plus autonomes. C'est-à-dire que soit les gens sont autonomes, ils font une calibration tout seuls, et puis après, voilà, et puis ceux qui veulent faire appel à des spécialistes pour des calibrations un peu poussées, ils le peuvent.
mais ils peuvent quand même profiter de leur Ouais, machine bien sûr. directement et pas recevoir une machine, un jouet qu'ils attendent un peu comme comme un cadeau Ah de bah Noël. oui, hein, c'est bientôt Noël d'ailleurs. C'est bientôt Noël d'ailleurs. Et qui se disent ah non mais bon je peux pas en profiter ni rien là là. Donc là c'est bon, on a tout indiqué, il suffit juste de lire le mode d'emploi, à part que le mode Ouais, d'emploi il est à c'est l'écran parce que comme plus personne ne lit les modes pour l'emploi papier, au moins on a à l'écran. Hop. Donc là effectivement sur le bruit de fond. on mesure le bruit de fond. Alors là ce que je conseille en fait de faire c'est que le conseil vraiment c'est de passer en mode expert. Parce qu'en fait, en mode simple, on a juste le niveau Sinon, dB. on voit Voilà, et là, le spectre. on voit le RTA en plus, ce qui est un avantage non négligeable. Alors moi, par défaut, je me mets très bas, je me mets à moins 40. Et en fait, voilà, donc là, du coup, on a les 4 curseurs où on voit les 4 capsules du micro. Donc en fait, C'est bien, oui, ça, oui. là, il y a un peu de bruit, donc le fond de le truc, donc ça permet de voir. Alors, typiquement, s'il y a une capsule qui marche pas, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est clair. C'est Voilà. qu'il y a un problème. Vous appelez, câblage, contactez, voilà. Alors le câblage maintenant avec le connecteur Oui, Ethercom, c'est plus la même chose c'est plus qu'avant. la même chose qu'avant, mais c'est que le micro a un problème, ça sert à rien d'aller plus loin, on va pas arriver à la calibration. Donc là, vous rangez la machine et vous appelez Trinov, le support, qui va peut-être vous dire votre micro est endommagé. Et après en plus on a un RTA, donc en fait le RTA ça permet aussi de voir si s'il y a une onflette, un truc. s'il y a une ronfle, si l'enceinte est endommagée. S'il y a aussi un problème de clim, de tas de Voilà, de trucs. clim, ou si l'enceinte est endommagée, tout bêtement. Oui, Parce que aussi, oui. des fois ça arrive. Enfin, voilà, je pense à voilà, une fois c'était un système, c'était un système 4 voies, et il y avait un low medium qui marchait plus, on s'en est rendu compte. Enfin, il y avait un doute en RTA, fait, oui, et rien qu'au RTA, on voyait Parce que là, après, on peut envoyer un bruit, Là, bruit rose. effectivement, on peut envoyer un bruit rose. Donc ça, Là. c'est pratique, quoi. Donc là, par exemple, On l'avait aussi avant, mais... sur l'enceinte gauche, bon, là on est. Voilà, donc là, effectivement, on a le RTA ici. Donc en fait, du coup, on en profite pour arriver à peu près à 80 dB. Il y a un niveau autour de 80 dB, ce qui est la 80 norme dB, UTU. voilà. Oui. Voilà, ce qui est la norme UTU. 79. Non. Voilà. Nous, en fait, en plus, il y a un côté où effectivement... Alors, il faut savoir que le niveau qu'on demande au Trinov, c'est effectivement, ça correspond un peu ça correspond aussi au rapport signal sur bruit. Nous, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le crest factor, qui est le rapport signal sur bruit de la mesure. Enfin, la qualité de la mesure. C'est-à-dire qu'on demande une qualité de mesure particulière, et à 80 dB, on y arrive tout le temps. Oui. En plus, outre le fait que, effectivement, en général, c'est toujours mieux de calibrer les enceintes à un niveau à peu près qui correspond au niveau d'écoute. Qui correspond Parce qu'effectivement, toutes les enceintes n'ont pas un comportement linéaire en fonction du niveau d'écoute. Donc du coup, voilà, donc ça permet aussi. Après, on a la deuxième enceinte, donc on se rend compte qu'on a à peu près pareil. Et après, on a le sub. Qui lui, on voit, monte assez haut, là. Hein, donc il est monté assez haut. Oui, c'est un sub. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est là, on voit le sub, en fait, il est un peu plus bas. Qui est normal, parce qu'on est réglé au même niveau. Il est réglé, en fait, normalement au même niveau, en niveau par fréquence. D'accord. Donc forcément, comme il n'y a pas toutes les fréquences, on a un niveau plus bas. Ok, voilà. Donc voilà. Mais après, quand on relie les sources, quand on relie l'ensemble, voilà. Effectivement, c'est normal. Donc voilà. Donc après, voilà, des fois, l'idéal, c'est effectivement pour la... Alors, il y a ce contexte, il y a aussi le contexte de... Là, on est à peu près, on a un niveau qui est à peu près proche. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des caissons, notamment pour les caissons qui sont amplifiés ou des choses comme ça, qui ont leur propre réglage. Baisser le niveau quand vous dépassez 90 dB, 85-90 dB, parce qu'en fait, sinon, il y a des risques de saturation de la capsule. Ouais. De saturation de la capsule. Et puis en plus, ce qui va se passer, c'est que si le niveau est trop fort, l'algorithme peut surestimer en fait le niveau moyen du caisson. Et en fait, il va trop le baisser après. C'est ça. Hein. Donc en fait, il faut veiller à ce qu'on ait des niveaux à peu près cohérents et pas se dire, donc quand vous avez la possibilité de régler via les potards d'ampli sur le caisson ou via l'ampli externe, pour avoir des valeurs à peu près proches, faites-le pour éviter justement, ça permet de tout bêtement. Après, on peut éventuellement ajuster ici le niveau ici. Après, effectivement, on peut aussi le faire ici quand on n'a pas la possibilité de le faire. Ou parce que, enfin, ce qui peut arriver aussi, ou quand les réglages ne sont pas accessibles parce que le caisson est encastré ou des choses comme ça. Ça. Donc là, on est bon, on a bien nos 3 enceintes. D'accord. Donc on a bien vérifié, on a des niveaux cohérents. On fait Next. Donc là, il nous demande, est-ce qu'on fait un multimesurement, est-ce qu'on fait un monomesurement? Donc on va faire un mono... Voilà. On va faire un multimesurement simple, d'accord. Ça, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui
qui se demandent, enfin, ça, c'est un sujet Non, mais intéressant, justement. Quand sujet. est-ce que c'est mieux de faire un... Alors, pour moi, ça dépend de la directivité de l'enceinte, en fait, aussi. Si elle est cohérente en directivité ou pas. Ou si, après, ça dépend aussi de l'endroit où on veut travailler, Ouais, bien sûr. l'endroit Aussi. et de Mais souvent aussi, ça dépend aussi de la réponse, de la maîtrise de l'enceinte en directivité, et donc ce qu'elle envoie en puissance acoustique au local. Voilà, Mais ça, on en parlera un petit peu plus en détail, parce voilà, que ça, c'est un point qui n'est pas très souvent soulevé, en fait. Voilà, il y a aussi des contextes liés à est-ce qu'on élargit le Swiss Post ou pas. Il y a des fois, il y a des questions aussi de stabilité de la mesure. Des fois, on fait des multi-mesures, mais après coup, parce qu'on se rend compte que la mesure simple, il y a un problème. Il y a plein de... Ou alors, moi, ça m'est arrivé aussi de faire pareil sur le ST2, hein, de faire un multi-mesure et en fait de choisir après, en fonction de l'endroit, qu'on ne mette pas dans un endroit où un artefact, par exemple, d'une première réflexion, qui vont, en fait, qu'on va se déplacer de 10 cm, ça va plus être du tout voilà, exactement. valable. Donc c'est aussi bien de choisir un endroit qui soit un peu plus facile à 10 cm près. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai la question, c'est combien de mesures maxi? Moi, je leur réponds, dans les cinémas commerciaux, donc quand on fait des salles de cinéma commercial, on ne fait pas plus de 8 mesures. Sauf les très grandes salles, mais c'est très particulier, mais dans une salle de multiplex classique sur lequel vous pouvez aller, typiquement, voilà, on ne fait pas plus de 8 points de mesure différents. Donc ça ne sert à rien de se dire, j'ai besoin de faire 27 points de mesure, vous perdez votre temps. Et ça va être une grosse différence par rapport à des systèmes comme SonarWorks, Arc qu'on a vu précédemment, là, où là c'est basé sur le fait de travailler statistiquement, alors que là le Trinov il travaille d'une manière très très différente par rapport à... Outre le fait qu'on a un micro qui nous permet d'avoir beaucoup plus... On peut l'avoir aussi, on peut le faire aussi. On peut faire du multipoint, mais on n'est pas obligé de faire... Voilà, on n'a pas un prérequis, on ne va pas vous dire il faut 17 points de mesure. Donc on va pas le faire systématiquement, on va réfléchir si on en a besoin ou pas. Exactement, c'est la grande force de l'algo. Ouais, une fois qu'on fait Next, donc là on reste sur une mesure simple, donc il nous dit on va calibrer le point de référence, on fait Next, donc là on retrouve l'écran de calibration directement. Alors maintenant il y a des nouveautés, donc il y a un timer, en fait, parce qu'en fait maintenant dans depuis... On peut se sauver pour faire la mesure. Alors déjà, ça permet de se sauver pour éviter de se prendre un concerto de séquence MLS, voilà. Il y a aussi une autre utilité, c'est que maintenant, en fait, depuis, avec Nova, introduit en fait des nouveautés dans l'algo. On fait aussi la mesure du bruit de fond de la pièce maintenant, ce qu'on appelle la mesure de la préemphase, qui nous donne des informations supplémentaires et qui nous permet notamment de se dire, de faire une analyse en fait du contexte du lieu. Alors dans les studios, en général, on n'en a pas trop de problèmes. Mais si par exemple on a des bruits parasites, si l'algo mesure et estime que c'est un bruit parasite qui n'a rien à voir avec la mesure, en fait, il va en tenir compte après dans ses calculs. Il va l'injecter. Ouais. Donc en fait, le timer aussi, ça permet aussi en fait de quand on clique sur Calibrate, de laisser tout bêtement le temps de faire le silence. Donc en fait, il y a 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, ça peut laisser le temps de... Donc là, on va le mettre à 5 secondes parce que je pense que c'est bien de montrer de le faire. Parce qu'en fait, sinon, si tu cliques sur Calibrate et que tu es dans la pièce, en fait, direct, il faut faire le silence. Donc tu n'as pas le droit d'éternuer, tu n'as pas le droit de tousser, de recevoir un appel, rien du tout. Donc là, on met 5 secondes. Et donc en fait, on va avoir d'abord une mesure du bruit du silence et après, la mesure des signaux dans les enceintes. Ok. Aussi, donc, avant de lancer l'interface, donc là, on a toujours la vue qui va permettre de localiser les enceintes précisément. Alors, on ne localise que les enceintes, on ne localise pas les caissons. Pas le sub, oui. Pas le sub. Non, mais bon, des fois, on a la question. Comme dans les ST2. Hein. Voilà, mais ça, ouais, non, mais je préfère le préciser parce que ça. Et après, grande nouveauté plutôt sympa, c'est qu'avant, les paramètres, on a toute une série de paramètres liés à la calibration, qui sont des noms encore un peu abscons par moment, mais en fait, c'est des paramètres qui nous permettent de... Si la calibration ne se passe pas bien, en gros, il peut y avoir des cas on peut changer, où effectivement, l'algorithme ne va pas arriver à localiser l'enceinte précisément. Donc ça, en général, c'est quand il y a trop de réflexion. C'est-à-dire que le pic d'impulsion qu'on utilise, le pic d'impulsion de l'aigu, il y a une réflexion qui peut être une focalisation, par exemple. Voilà, une focalisation, et en fait, par défaut, on dit qu'il faut que le pic d'impulsion soit 15 dB plus haut. Si on a une réflexion qui est très forte et qui a moins de 15 dB, du coup, l'algorithme, il dit, ouais, mais moi, je veux bien, j'ai 2 impulsions, c'est laquelle la bonne? C'est laquelle, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, en fait, ça permet de réduire le seuil.
Et après, on a aussi par rapport notamment au... Alors, rigolez pas, moi j'ai eu des problèmes avec, sur des histoires de pics d'impulsion avec des fauteuils en cuir. C'était assez marrant Ah d'ailleurs. oui, Oui. Oui, parce qu'en fait, les fauteuils en cuir sont très c'est réfléchis. très réjouissant, oui. Donc, Ouais. c'était dans Ah une oui, salle, d'accord. dans une salle home cinéma. Et impossible de faire la mesure parce qu'il y avait que des fauteuils en cuir et on s'est retrouvé à... Et c'était dans un chantier, on s'est retrouvé à piquer les manteaux de tout le monde pour autour du micro Autour du micro et pour pouvoir faire éviter la mesure. Ouais. Non, 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 non. Donc ça peut être, voilà. Mais on peut le modifier. Maintenant, avant, il fallait le modifier, il fallait aller dans une interface, les paramètres avancés, c'était un peu compliqué. Maintenant, on peut le Oui, faire directement. je fais rien. Pareil pour le crest factor, donc le rapport de qualité. Si jamais le Trinov fait coin et veut pas mesurer, on peut le modifier directement. Le rendre plus tolérant. Exactement. Donc voilà. Donc là, maintenant qu'on a expliqué un peu tout ça, on va dans Calibrate, on clique et là, il va lancer sa calibration. Allez. C'est parti. Donc voilà, on fait le silence, religieusement. Et voilà, Ouais. c'est fait. Voilà. Donc on voit que c'est on voit bien. Il a fallu combien? 10 secondes? Ouais, 10, 15 secondes. 15 ouais. secondes, voilà. Voilà, donc là, effectivement, on clique, on voit bien les enceintes. On a l'enceinte gauche. Voilà, elle est à 1,52 m et 30 degrés d'azimut. L'enceinte droite, 1,54 m, 31 degrés d'azimut. On est dans les marges d'erreur du micro, en fait. La marge d'erreur du micro, ça entre 1 et 2%. Ouais, bah, on avait déjà mis les enceintes Voilà. où il fallait. Hein, donc. Oui, non, mais Ouais, là, on tout a à fait. un Voilà. beau... Et on peut le voir en élévation aussi. On peut le voir en élévation, donc ils sont parfait. au même endroit aussi. On est parfaitement au même endroit. On est au même endroit que la sonde que les oreilles après. Et on a le détail, où on a effectivement... voilà. Pour ça ne change pas par rapport à ce qu'on Ça avait sur le change site. pas. On a les niveaux. Ok. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, ce qu'on peut par exemple dire, j'aimerais bien maintenant, je fais une calibration avec un sub, mais si je veux l'utiliser, est-ce que je veux faire il faut enregistrer ce preset déjà? Déjà, il faut calculer, parce qu'on l'a pas calculé. Ah, on n'a pas le calculé là, exact. Oui, on va peut-être calculer quand même. Alors maintenant, on a un petit cerveau là, j'ai trouvé ça rigolo moi. Hein, en fait, c'est... Un petit cerveau qui réfléchit avec des voilà, neurones. c'est ça. Alors, il faut savoir que... On avait avant une route qui oui. tournait. Ouais. Alors, il faut savoir que le Trinov fait ses calculs en local. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la machine qui calcule... Oui. C'est la machine elle-même qui calcule. Techniquement, il n'y a pas de besoin de connexion au cloud. Il n'y a pas besoin de connexion Internet. Donc, en fait, la machine est indépendante. Donc, même s'il y a des... je pense, parce qu'on a pas mal d'installations où il y a des impératifs de sécurité où les machines n'ont pas Internet. Oui. Voilà, donc là, on peut quand même calibrer sans problème. Et donc, une fois qu'on a fait le compute, effectivement, du coup, quand on va là dans les détails, du coup, on a effectivement les positions, on retrouve les niveaux de calibration et on retrouve les délais. Donc, en fait, est-ce qu'il fait la compensation dans les délais? C'est normal, puisque le sub est plus en avance. Et la bande passante détectée. Voilà. À moins 6 dB. Donc, on a vraiment tout ça. Et une fois qu'on fait Next, voilà, c'est fait. La calibration est faite. D'accord. Donc, en parlant beaucoup, on a mis, un quart, voilà. On peut faire des calibrations en 5 minutes. Beaucoup plus rapide, bien sûr. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, il faut l'enregistrer aussi. Alors, ça sauve automatiquement. Oh, c'est bien. Ah non, on a vraiment pensé aux gens les plus étourdis. Voilà. Je reconnais qu'ils sont derrière, là-bas, qui rigolent. Non, vraiment, Pas beaucoup. L'idée, c'est, de toute façon, on a eu tellement de retours, puis même moi, pourtant, j'en ai fait des centaines de calibrations, et il y a toujours un moment où tu te dis, est-ce que j'ai sauvé? Est-ce que ça va démarrer sur le bon preset, tout ça? On peut toujours accéder aux machines à distance, mais bon, c'est... Là, vraiment, le preset se sauve tout seul, donc il n'y a vraiment aucun souci. Et donc là, après, il y a 3 icônes où, effectivement, on voit les graphes. Donc ça nous permet d'afficher les graphes. Le monitoring, ça peut être pour la configuration du monitoring, donc contrôle du monitoring. Donc ça peut être les down mix, des choses comme ça, le volume par défaut, tout ça.
et l'optimiseur, où là, effectivement, on va pouvoir paramétrer les paramètres. C'est un magnifique. Enfin, donc optimiser les paramètres. Voilà, on va pouvoir optimiser l'optimiseur. Continuons les trucs. Ouais, Voilà. non, mais ça, Configurer les différents paramètres de l'optimiseur, parce qu'en fait, quand on calibre un Trinov, on ne prétend pas avoir la vérité absolue. De toute façon, le problème, le process de calibration, l'acoustique avec la calibration dans une salle, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et il n'y a pas de baguette magique. Hein, donc à un moment donné, il faut s'adapter un petit peu à toute situation, quoi. Exactement. Donc nous, on ne prétend pas avoir la vérité, la science infuse, la vérité absolue. Nous, c'est un outil d'optimisation, d'aide à l'optimisation de ce que vous voulez. C'est un outil, mais ça reste un outil. Donc on a toutes les possibilités qu'on peut pour après améliorer le résultat. Donc là après, si on clique... les graphes, oui. Voilà, les graphes. Donc les graphes, ils ont un peu changé. Enfin, ils sont un peu plus modernes aussi, évidemment. Donc là, on a les graphes des enceintes, en fait. Alors on a différents modes. On a un mode expert qui permet... Alors on a soit un mode simplifié, soit un mode expert. Donc on a vraiment les deux. Qu'est-ce qui change là entre... Alors le mode simplifié, en fait, tu choisis directement en fait c'est assez simplifié. Tu choisis ton graphe pour les enceintes, pour la phase, hop. Mais il y a là, on voit les deux enceintes gauche-droite, mais on ne voit pas le alors filtre, là, par exemple. Là, le filtre, il apparaît en fait uniquement... Parce que le filtre, tu peux choisir la fréquence, après on verra où est-ce qu'on applique la fréquence de transition, par exemple. Exactement. Donc là, expert mode, par contre, là, du coup, quand tu es dans le mode expert, tu as tout, en fait. Donc dans le mode expert, tu actives le mode expert ici. Donc là, tu peux même sauver des différentes mises en page. Ah, d'accord. Tu vois, tu peux sauver suivant tes layouts. Donc là, on a le before, et là, on a l'after. Et donc, effectivement... On a également la courbe de comment dire, de... La réponse impulsionnelle? Non, la correction qu'il fait, enfin, la courbe de correction. Oui, là, effectivement, tu as... Parce que des fois, c'est intéressant de voir, tiens, là, j'ai une enceinte, là, il m'a corrigé de 10 dB, est-ce que mon enceinte va suivre ou pas, quoi? Parce effectivement, par défaut, on affiche le before-after, et puis après, hop, si tu cliques là, tu as le filtre. Voilà. Donc là, effectivement, tu vois qu'on talonne ici. Voilà, donc là, je sais que les enceintes, là, je leur ai permis c'est possible. Alors là, je ne sais pas exactement. Là, on est à 6, là, tu vois. 6 dB, ouais, d'accord, par défaut. Voilà, il y a une grande nouveauté par rapport aux autres, c'est que maintenant, tu vois, tu vas sur le graphe et à chaque fois, tu as la fréquence et tu as la valeur. Ça, c'est bien, oui. Donc du coup, là, tu vois qu'on talonne à 6 dB, ce qui correspond en fait aux 6 dB pour l'instant, on verra après dans les qu'on a mis au maximum. On verra. Après, on voit effectivement, ça va dépendre si l'enceinte, il faut connaître le produit pour savoir si elle va accepter d'avoir 10 dB de plus ou pas. Parce que 10 dB de plus, c'est 10 fois la puissance. C'est ça. Et après, il faut être sûr, il faut connaître. Mais là, on a effectivement... Oui, c'est bien. On peut vraiment tout choisir. Hein. Donc là, que l'enceinte gauche, le caisson, le before-after, on a l'amplitude. Par contre, je regarde, attendez, est-ce que tu peux mettre le caisson? Ouais. Alors le caisson, je vois que... Qu'est-ce que c'est ce travail? Il n'y a pas beaucoup de corrections. Alors c'est parce qu'en fait, le caisson, on n'utilise que des I2R et qu'en fait, les I2R, par défaut, ils s'arrêtent à 150 Hz. Ouais, mais ça, je ne suis pas d'accord. J'en veux plus. En fait, on modifiera après. On verra après. Parce que là, pour le moment, mon caisson de grave, là, il est... Oui, il est un peu en champ libre. Oui, parce qu'on a un problème de couplage dans le local. Puis en plus, c'est un caisson qui est ascendant, qui est fait exprès pour avoir beaucoup de headroom. Et là, on ne l'utilise pas, quoi. Voilà. Donc par exemple. On verra. Mais ça, c'est exactement... Ça fait mais bon, c'est bien. C'est en temps réel. Hein. C'est en temps réel. On a before-after. Donc, on a l'amplitude. On a l'amplitude directe. Donc, c'est l'amplitude, donc ça c'est plutôt la réponse en énergie avec la pièce, voilà. L'amplitude directe, donc c'est qu'avec juste les premières réflexions, donc on voit les... Donc l'amplitude directe comprend en fait ce qu'il y a dans les premières réflexions et le son direct. Exactement. Et les premières réflexions qu'on ne peut pas, je dirais, psychoacoustiquement séparé du son direct par rapport à notre audition, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est lié à un fenêtrage, hein, c'est du traitement du signal, c'est-à-dire qu'on lui dit, au lieu de regarder sur la totalité, on réduit la fenêtre, pour ceux qui sont un peu de quelques notions de traitement du signal, et puis du coup, en fait, alors là, on le voit pas, mais effectivement, c'est...
ceux qui nous suivent dans les stages et tout, ça va leur parler. Ils ont tous, Voilà, ils ont tous 3 doctorats de traitement du signal. Non, mais bon, c'est des choses qu'on aborde d'une manière très... Oui, non, mais effectivement, si on avait la possibilité de modifier concrète. le fenêtrage en temps réel, on verrait effectivement la courbe d'amplitude se modifier. Et, voilà, ce que j'appelle l'effet de fusion, en fait. Exactement. Donc, voilà, donc là, effectivement, je m'y retrouve. Voilà. Donc, amplitude directe, hop. Groupe de lait. Voilà, donc on se retrouve là. Après, on peut passer à la phase. On voit effectivement donc, la représentation de la phase. Donc, pour les enceintes, les caissons, c'est plus compliqué. Les caissons, oui, c'est pas... Ça, bah oui, voilà. La phase, on voit que déjà, avant, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a déjà une petite rotation de phase qui se fait, là, ici. Alors, en fait... La phase est très difficile à interpréter parce que c'est en fait, comme je dis dans les stages et tout, c'est une vue mathématique des choses, hein, parce qu'on présente ça un petit vecteur. En fait, s'il n'y a pas de vecteur qui tourne, c'est plutôt un problème temporel. Et ce qu'il faut voir, c'est les ruptures de phase, en fait. Hein. C'est les ruptures de phase. Et là, on voit qu'il y en a une, effectivement, là, très légère. Hein, c'est pas énorme. Hein, y a pire. Mais on voit que l'aigu, en fait, ce qui va dire que, en fait, plus la pente est grande, le plus on prend du retard. Et on voit que l'aigu va arriver légèrement en avant par rapport au graphe. Mais on peut le voir sur le temps de poisson de groupe après. Oui, effectivement. De toute façon, comme le retard de groupe. Et là, on voit que là, il a rectifié. Voilà, Moi, je préfère le retard de groupe qui est, plus parlant. Le retard de groupe est beaucoup plus parlant. Voilà. Alors après, on le voit un petit peu moins ici parce qu'évidemment, là, on a une échelle qui est pas. Alors, on peut modifier l'échelle. Oui, c'est avec le trackpad moderne ou alors juste avec les tools. Dans le zoom, c'est ça. Tu peux aussi. Zoom, voilà. Ouais, ça c'est bien, oui. Okay. Ouais, on a quand même pas mal. J'ai trop zoomé. Ouais, alors si on zoome le Y, est un peu. Là, on ne sait plus où on en est là. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, voilà, parce qu'on parle. Voilà. Donc là, si on zoome un petit peu en Y, là, pour voir. Non, c'est X. C'est X, pardon, oui. Non, c'est un Y, c'est Y. Ouais, c'est Y, quoi. Mais c'est bizarre. Ouais. Voilà, oui, parce que là, il faut. Voilà. Donc là, on le voit pas trop énormément. On le voit plus sur la face, c'est assez marrant d'ailleurs. On le voit un peu là quand on commence. Un petit peu quand on commence à zoomer, voilà, ça dépend quand on commence à zoomer. Parce que la rotation de phase, elle est vraiment légère. Hein, par rapport à d'autres, elle est assez légère. On fera sur les Yamaha NS10 après pour voir justement la différence. Mais effectivement, on corrige quand même des choses. Hein. On corrige des choses et on est plus aligné, on a les courbes qui sont plus superposées. Après, dans le grave, on ne voit pas, c'est normal parce qu'il y a la salle qui est introduite avec là. Et puis après, c'est la fenêtre de mesure n'est pas assez grande ou je sais pas quoi, enfin bref. Oui, probablement la fenêtre, oui, après on est... Voilà, donc ça c'est un truc, un des points forts de Trinov depuis le début d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est qu'il va travailler vraiment. Et puis et on voit la réponse impulsionnelle. Et on voit la réponse. Alors c'est intéressant. On pourrait la dilater un petit peu. Hein. De toute façon, on verra avec Clio après. On peut zoomer, c'est gratuit. Alors ce qui est intéressant, c'est gratuit. Et on zoomait en X aussi. Voilà, zoomer en X. Ouais, alors chaque fois, il faut. Ah oui, ça la remet. Ouais, faut que je le dise. Ouais, ça fait partie. Il faut pas qu'il centre en fait. C'est ça, il ressent. Ah oui, parce qu'il ressent à chaque fois. Parce qu'il recentre. Ah oui. Voilà, et puis ça a amélioré, c'est bien. Voilà, voilà. On voit que la réponse optionnelle, effectivement, il y a l'aigu qui est légèrement en avant, on le voit sur on sait lire, on voit que le Nova, il a remis tous les pendules à l'heure, comme faisait le ST2, ça, à ce niveau-là. Hein. De toute façon, l'algo n'est pas pire. L'algo est. Non, mais en fait, on a toujours pris l'algo, après on a amélioré, on a eu plusieurs améliorations successives. Certaines qui sont discrètes, d'autres qui le sont plus, mais effectivement, après, les bases de l'algo sont les mêmes. Ça, il n'y a pas de problème, donc effectivement, il n'y a pas de données particulières. Mais effectivement, donc ça, c'est tout ce qui est graphe. Donc, voilà. Hop, si on avait plusieurs points de mesure, on aurait... On pourrait visualiser tous les points, de mesure, voilà, tout cela, effectivement. Voilà, donc ça, on était dans les graphes, et après, on va aller donc, dans la section... Donc, vous vous souvenez, on avait les graphes. Donc là, on va peut-être, avant d'aller dans le gros sujet des paramètres de l'optimiseur, on va voir le bus management, puisque c'est une bonne question. Donc en fait, maintenant, c'est ce qu'on disait, le bus management est matricé. Donc en fait, là, on n'a qu'un caisson, donc le problème ne se pose pas. Mais si on avait par exemple deux caissons S1, S2, du coup, on aurait les deux caissons qui apparaîtraient. C'est là que tu choisirais. Si on le met à 1, à 2, le gain, si tu veux inverser la polarité, la fréquence de coupure et la pente, sachant que les filtres sont du Lindquist Rayleigh par défaut. Voilà.
Ouais, en général, c'est ce qu'on Voilà. utilise. Hein. Et après, et donc, et idem pour le LFE, voilà, donc le LFE. Donc là, il était à 80 Hz. Hein, Là, par défaut, on est par à défaut. 80. Et puis, D'accord. on a le plus 10 en LFE, qu'on peut décocher d'ailleurs. Alors, souvent on me demande, mais la fréquence de coupure, là, optimale, bah, ça va dépendre un petit peu du couplage de chaque enceinte et du sub dans le local. Si on voit que, par exemple, à 100 Hz ou à 80 Hz, par exemple, ou à 90 Hz, il y a l'enceinte de gauche ou l'enceinte de droite. Là, c'est le cas pour l'enceinte de droite, par exemple. Là, et là, un gros trou parce qu'il n'y a pas de couplage avec le local. Bah, et alors que le sub, lui, est bien couplé, bah, on a intérêt à augmenter la fréquence Exactement. de... 80 Hz, en fait, c'est un peu une valeur historique. Oui, c'est C'est monsieur Tom Holman, alias THX, qui l'avait ça. décidé pour la bonne et simple raison qu'on considérait que c'était la valeur à partir de laquelle on localisait plus les graves. Ouais, dans un local donné... Dans un local, une chambre anéchoïque, parce que tu te rends compte que 80 Hz, si tu divises par 4, ça correspond plus ou moins à la largeur de la tête. C'est ouais. assez... Ah ouais. C'est la... Ouais, c'est la... Ouais. Il faut que je rentabilise mes études d'acoustique. Ça m'avait beaucoup fait rire, cette anecdote. En fait, Alexandre, ceci dit, j'ai fait quelques manips là-dessus. Ben, c'est intéressant d'en faire profiter les gens qui vont regarder tout ça. J'ai mis des caissons de graves, moi, à l'époque, dans chambre sourde. Ouais. Hein, j'avais fait des graves à 40 Hz en sinus, tout ça. Et j'avais les caissons de graves, on ne savait pas où ils étaient. Hein, et en fait, on le localise particulièrement bien en chambre sourde. Ce qui nous fait pas localiser le grave. Là, c'est surtout, en fait, enfin, le localise. Oui, un peu moins bien, mais on arrive à savoir si ça vient de là. On arrive un peu, bon, à 10 degrés près, peut-être pas. Hein. On arrive un peu plus à savoir, ouais. On arrive un peu Alors plus que dans une salle, comme il y a toutes les réflexions, ben, on va être dans l'effet de fusion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer, compte tenu de la longueur d'onde, on ne peut pas, dans les basses fréquences, on ne peut pas séparer ce qui vient de devant, de derrière. Oui, il y a les histoires de... Et donc, ce qui nous fait dire que le grave est omnidirectionnel, c'est aussi parce qu'on est dans une salle où toutes les réflexions de la salle sont... on ne peut pas les séparer exactement, après, c'est lié aussi enfin, si on va mais ça va dépendre. La preuve, c'est que dans les salles de cinéma, par exemple, maintenant dans les grands avec Dolby THX, tout ça, enfin pas THX, c'est Dolby Atmos, pardon, voilà. Hein, on met un caisson de grave devant, un caisson de grave derrière, et parce qu'on en fait, ça permet, localise les effets quand même. Pas ça permet un peu de localiser les effets. Voilà, après, c'est lié aux perceptions de l'oreille, les différences de temps et de niveau intervalle, c'est très compliqué. Mais effectivement, mais de toute façon, il y a un autre exemple où on localise bien le grave, c'est dans les concerts. Voilà, tout à fait. Quand tu fais un spectacle, quand tu fais un festoche, et le matin, tu sais d'où est la scène parce que ça t'a réveillé, parce qu'ils font la balance. Mais il est évident que dans une cabine de studio qui fait 30 ou 40 mètres carrés, même oui, là, il y a un champ. Là, on peut considérer qu'on est omni, effectivement. On ne localise pas. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le bass management. Donc le bass management est quand même, on peut être assez pointu, c'est dans le sens où effectivement, si on avait par exemple 2 enceintes et 4 caissons, on pourrait très bien s'amuser à faire des expériences amusantes. Et alors si on met une question, comme ça, je suis un peu taquin, si on met par exemple des filtres dissymétriques, on met un 24 dB par octave par exemple sous l'aigu pour le médium aigu parce qu'on veut protéger le haut-parleur, et on se dit le sub, on peut le faire aller plus loin ou comment il va réagir lui il applique bêtement. Il applique bêtement et puis après il va optimiser l'ensemble. Quoi. En fait, non. Alors, pour l'instant, dans la Nova, en fait, il applique un peu bêtement. Après, voilà. Après, on est encore en train de... Justement, on est dans le... Comment dire dans les processeurs home cinéma. On a un peu le même principe du bass management, mais on a encore amélioré les choses. Notamment par rapport à l'alignement entre le raccord entre le caisson et les enceintes. Ah oui, parce que ça, c'est toujours un gros problème. Hein. C'est toujours un très gros problème, notamment dans les... Parce qu'en fait, effectivement, dans les salles... Enfin, dans les configurations en résidentiel, c'est systématiquement bass managé. Donc du coup, on a un algo qui est un peu plus évolué, qui va être backporté sur Nova. Enfin, ce qu'on dit backporté, c'est-à-dire qu'en fait, après, les innovations qu'il y a dans un marché, on en fait profiter tout le monde. Donc là, pour l'instant, il est encore, voilà, on est encore un peu dans, on a le bass management matricé, et après, il va devenir, effectivement, il va mieux s'accorder. Mais globalement, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi avec ce truc. Après, ce qui est bien, c'est de regarder ce qui se passe au niveau. L'avantage, c'est de faire... Aussi. Exactement. Après, on peut très bien tester. Après, des fois, ça peut arriver dans des très rares cas où les réponses dans le graphe sont tellement compliquées qu'il y a des options inusuelles qui vont paraître un peu farfelues théoriquement, mais qui vont bien marcher à l'écoute.
Je pense à ça parce que quand il y a par exemple un souci où c'est assez compliqué dans le graphe parce que la zone de recouvrement est très très faible, a priori on voit que on peut se mettre à un 48 dB par octave par exemple. On peut très bien faire un 48 dB par octave dans les deux, il n'y a pas de souci. Et puis bon voilà, donc après l'optimiseur normalement il va recoller les morceaux. Exactement, il va recoller les morceaux. Ça c'est intéressant. Voilà, donc il y a le bass management, donc voilà. Après... Donc là, après, les channels, bon, ça on l'a vu, c'est pour, en fait... Là, les canaux, en fait, c'est ce qu'on avait un peu dans la section processeur output du ST2 Pro. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours les solo mute. On a un générateur de Bray-Rose par canal et on garde quand même la possibilité d'avoir un 31 bandes. Donc, alors, on peut le faire comme ça, mais alors si on veut d'une manière plus, si je veux mesurer par exemple, et puis je dis tiens, là je fais une petite correction de 1,5 dB par exemple à 3 kg. À part le faire, parce que le faire avec la souris, j'ai remarqué que c'était pas hyper pratique. Est-ce qu'on peut lui dire quelque part et l'afficher? Comment ça? Afficher numériquement? Non, tu peux pas. C'est qu'avec la souris. Ouais. C'est qu'avec la souris encore. Après, c'est quelque chose qu'on peut... Ouais, je pense que ça pourrait bien le noter dans les choses de dire. Là, je veux... Par exemple, là, avec le ST2, on le faisait avec page jaune, page app. Ouais. De 0,5 en 0,5 dB, par exemple. Là, on a... Par contre, il y a un truc qui est plutôt simple. Là, on peut faire un truc, mais alors, global. Après, il y a une autre option qui est pas mal, c'est qu'on peut faire une édition par segment. Ah oui, d'accord. Tu fais comme ça. C'est pas mal. Donc, tu vois. Alors, l'avantage du graphique EQ, c'est qu'il est temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de recompute. Donc, en fait, si jamais on se rend compte qu'on a un souci, mais qu'on ne sait pas trop, on se dit c'est à 2 kg, 2 kg et demi, on ne sait pas trop, en fait. On peut l'écouter en temps réel, ouais. Voilà, là, on se dit, on va dans le graphique EQ, on fait en sorte, effectivement, d'avoir les deux enceintes Klingé, et on se dit, tiens, est-ce que mon problème est à 2 kg? On y va, non. On se met en édition libre, par exemple. On y va franchement, on se fait un plus 12 à 2 kg. On entend ce qui se passe. Ouais. On entend ce qui se passe, on se dit, oui, c'est là ou c'est pas là. Voilà, donc ça, c'est une des possibilités. Et après, on a pareil, en FIR, donc on peut encore modifier on peut encore rajouter des FIR. Alors, en FIR, il faut peut-être spécifier un petit peu par rapport au graphique EQ où on est en IR. Donc là, en FIR, a priori, on travaille sur l'amplitude sans modifier l'aspect temporel. Quoi. Exactement, oui. Donc, exactement sur les FIR, oui. Là, on va modifier l'amplitude sans modifier l'appareil. Alors que le graphique EQ, c'est votre bon vieux Clark Technique de tirette, c'est qu'on bouge l'amplitude, mais on ne sait pas ce qu'on fait de la place. Mais dans certains cas, c'est ce qu'il faut faire, parce que quand vous avez, si c'est un problème de couplage, par exemple, ça dépend, c'est un problème de distance. Oui, non, mais après... En fil. Après, les deux sont intéressants, effectivement, et quelquefois, le graphique... Quand on a une réflexion, par exemple, la réflexion modifie la phase, et on entend les deux, nous, les deux en même temps, on ne peut pas séparer la réflexion du son direct. Donc là, à ce moment-là, en modifiant il faut en fait travailler sur du graphique EQ. Oui, non, mais tout à fait. Mais bon... c'est pour ça qu'on offre les deux. Mais bon, si je peux me permettre, donc le graphique EQ, ce serait bien de pouvoir avoir ne serait-ce que comme on avait avec le ST2, page jaune, page app, en 0,5 dB à la fois, ça serait plus simple qu'avec plus précis qu'avec la souris. On va faire une liste. Oui, c'est bientôt Noël, la liste de Père Noël. Non, mais bon, c'est sur notre... Donc là, on a vu les canaux, le bass management, l'optimiseur. Voilà. Donc, l'optimiseur, du coup... Alors là, on se retrouve avec le triangle de vérité. J'exagère un peu. Non, en fait, l'idée, c'est de... voilà, là, on peut activer, désactiver l'optimiseur en entier, activer que l'alignement délai, que l'alignement niveau et la correction acoustique. Voilà. On a un mode bypass. Donc, le bypass, alors, le bypass software, donc quand on fait bypass software, en fait, ça désactive la correction. Quand on fait un bypass hardware, ça désactive la correction, mais du coup, on passe dans un mode un peu spécifique de la Trinov où, effectivement, ça permet d'avoir un mode zéro latence pour le tracking. Direct voilà, ça rentre, ça sort, tout bêtement. Sans qu'il y ait besoin de... Alors, effectivement, quand on est en Dante, c'est pas très utile, parce que dans le Dante, tu peux faire ton bypass directement dans le Dante et tu dis, je passe plus par la Nova. Mais quand tu es en analogique, ça t'évite de recabler à chaque fois. Donc voilà, on peut choisir et on fait le bypass là. La target curve. Donc la target curve, effectivement, hop,
Donc la target curve. Donc effectivement, ça permet effectivement de définir la courbe cible de l'enceinte. Est-ce qu'on veut une courbe plate? Est-ce qu'on veut une courbe ISO-X? Est-ce qu'on veut une courbe Harman? Est-ce qu'on veut une courbe... Oui, et puis en fonction aussi de si on fait de l'électro, si on fait des Exactement, trucs comme ça, donc on va en fait- pouvoir avoir plus de graphes parce que Voilà, c'est exactement. Donc en la fait, culture, quoi. c'est effectivement. Donc en fait, bah, après, comment on fait? Si par exemple on se dit, bah là, j'aimerais bien, je trouve que effectivement après écoute, j'ai un petit souci dans les aigus, c'est un peu brillant. On peut très bien, là, je me mets en mode segment, je fais un petit roll-off ici, hop. Ça, le mock segment est intéressant, j'avoue. Oui. Quoi? Le mock segment est Bah, tu vois, intéressant. pour faire mais un roll-off, on est en pratique, ouais. voilà, en pratique, tu fais un trait, tu fais un petit roll-off, Parce qu'avant, effectivement, il fallait Voilà. faire point par point. Et... tu fais apply, ça calcule et on n'en parle plus. D'accord? Donc effectivement, hop, pour le... On peut aussi, on peut définir une target, contrairement au... Alors aussi, au ST2, on peut le faire. On peut regarder la target qu'il y a dans le sub. Apparemment, oui, elle était plate, là. Et donc là, dans le cas-là, il nous a pas... Voilà, il a elle pas est, fait elle est- de- elle est plate, mais après... Il n'a rien fait, là. Donc ça, c'est le truc. La target, c'est assez puissant hein, comme outil. Hein. Ça, Ouais, on peut ouais, s'en bah, ça, moi, servir je m'en aussi. sers pas mal. Ouais, ouais. Déjà, on en a ST2 aussi. Hein. Voilà, excursion curve. Donc excursion curve. Alors maintenant, on a quelque chose qui est intéressant. C'est du coup, comme on avait la mesure du bruit, en fait, hop, si on coche sur Adaptive Limiter, du coup, maintenant, il va définir l'excursion curve. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a la bande passante de l'enceinte, Ah oui. il va pas chercher. Il va pas chercher à faire. Ouais. Il va pas chercher à appliquer du gain. Ouais, ce qui est pas idiot. Ouais. Qui va pas chercher à appliquer du gain en dehors de la bande passante de l'enceinte. Donc là, c'est par exemple l'enceinte gauche, voilà l'enceinte droite, et le caisson. Alors le caisson, ça va pas dans le grave là. Ouais, Il y a un problème là. on a un problème. On a un problème. Oui, d'accord, Alexandre. Ouais. Mais ça, on peut lui dire alors, on va voir, on va voir après comment on règle ça, parce que là, c'est pas possible. Ouais. Ah ouais, non, mais on verra Oui. l'avantage, voilà. Effectivement, on peut l'activer ou pas. Ça évite en fait des fois l'adaptive limiter, ça permet des fois, au lieu quand on a la target, des fois pour éviter de machin, on faisait une target ici là en segment pour dire bah tu suis comme ça. Hop, comme ça on n'avait pas. J'ai loupé mon segment d'ailleurs, enfin j'aurais dû le faire comme ça. Hop. Voilà. On faisait un peu comme ça avant pour lui dire de se calmer, maintenant il n'y a plus besoin, en fait on peut le faire directement. Directement, d'accord. Voilà. C'est un peu comme ça. Donc l'excursion. Le weighting, bah, si on avait plusieurs points de mesure, donc là on a un point de mesure. Un poids différent, ouais. On peut donner un poids différent. Comme on avait avec le ST2, c'est exactement pareil. À part que, voilà, c'est des valeurs, en fait, si on peut mettre, en fait, à chaque fois, il fait, par exemple, on peut très bien mettre, je sais pas, 4, 1, 1, 1, et puis après, lui, il va faire la correspondance pour arriver à un total de 100%. Oui, c'est ça, oui. C'est en relatif à chaque fois. C'est en relatif, oui. Summary, donc c'est le sommaire qu'on a vu tout à l'heure sur les mesures. Et settings, donc là... Là, on passe dans le côté obscur du la force. Donc, on a deux types d'options. On a sur l'algorithme en lui-même, d'accord, et sur les filtres. Donc, sur l'algorithme en lui-même. Donc, en fait, donc on a plusieurs modes d'optimisation. Est-ce qu'on corrige l'amplitude plus la phase, que l'amplitude ou que le bas? Voilà. Donc, par défaut, on a un amplitude plus phase. Ouais. Après, on peut aller en amplitude si on veut. Si on veut pas corriger la phase ou le range, si on veut corriger que le bas. Quantité des premières réflexions. Donc ça, c'est le nombre de premières réflexions... Qui ont inclus dans le calcul voilà. qu'on ne peut pas séparer avec le saut direct. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est un premier FIR qui va agir uniquement sur la phase, en fait, donc sur les réflexions. Alors là, il y a une précision qu'il n'y avait pas avant sur la possibilité de moduler un petit peu. Voilà, donc là, on peut aller de 0,5, donc on prend pas... On corrige quasiment que du champ direct. On corrige carrément dans l'enceinte et l'écoulement d'énergie de l'enceinte. Exactement. Ce qui n'est pas idiot des fois. Oui. Ce qui n'est pas idiot, jusqu'à 8 cycles. Donc là, ça veut dire que là, on prend vraiment beaucoup de choses. Résolution de la réponse en énergie. Donc en fait, c'est le lissage qu'on va appliquer avant l'application de... Enfin, c'est le lissage qu'on applique à la courbe du before, donc mesurée, avant d'appliquer le filtre. Qui correspond plutôt à une résolution liée à l'équilibre spectral, mais voilà, qu'on a, je dirais, d'une manière naturelle. Quoi. Exactement, donc on peut aller de 1/24e à 3 octaves. 3 octaves, j'avais jamais vu. Oui, là, ça peut être rigolo.
Le type de filtre qu'on utilise, donc effectivement, plus la valeur est élevée, plus en fait le filtre va être, plus le lissage va être fin entre guillemets, et plus en fait on va garder des détails qu'on va essayer de corriger. Les filtres. Donc ça c'est utile parce que quand on a des premières réflexions, hein, par exemple, hein, si on veut, par exemple, on a une première réflexion qui va faire, par exemple, un filtre en peigne ou un truc comme ça, dans un endroit avec une delta, une différence de fréquence très très faible. On se déplace de 2 cm et on a ou 10 cm et même pas 5 cm et on a un truc complètement à côté, alors que ça sert à rien de le faire en 24e d'octave parce que là on va corriger un truc qui correspond pas, dès qu'on va se déplacer, qui correspond plus tout à ce qu'on entend. En général, les calibrations, enfin les réseaux... d'octave, c'est bien, un tiers, un sixième, après on corrige trop, littéralement on coupe les cheveux en 4. Ou en 24, c'est le cas de le dire. C'est ça. Et ça ne sert plus à grand-chose. Les filtres, donc c'est les filtres qu'on utilise. Donc soit on utilise des FIR plus des I2R, donc les FIR, donc filtres à réponse impulsionnelle finie, I2R. Où le temps et les corrections temporelles et en amplitude sont séparées. Donc on peut, voilà. Où les deux sont corrélés. Et filtre à réponse impulsionnelle infinie, donc là où effectivement, où la réponse impulsionnelle est infinie, on a une boucle de retour. Bon. Je vous renvoie à vos cours. À vos doctorats, à vos cours de traitement du signal. Mais en fait, on peut choisir d'utiliser soit des FIR, des I2R, soit des FIR, soit des I2R. Enfin, le gros intérêt pour moi de l'optimiseur, c'est d'utiliser les deux, des FIR avec les deux, quoi. Sinon, c'est pas... High Pass Frequency, donc ça, c'est un filtre passe haut général. Ça peut être utile si vous voulez protéger vos enceintes des mix de Christopher Nolan. Non, oui, en fait, c'est un filtre passe haut, effectivement, mais on peut se dire, en dessous de 25, de toute façon, ça sert à rien. Mais voilà, ça dépend de la bande passante de l'enceinte dans le graphe qu'on a. Ouais. Exactement. Voilà, donc ça, c'est sur l'algorithme en particulier. Et après, sur les filtres, donc, en fait, on a des paramètres sur les I2R et des paramètres sur les FIR. Donc, les I2R, donc c'est le nombre de I2R, donc le nombre de filtres qu'on va utiliser. Donc ça, on peut l'augmenter sans problème. On peut l'augmenter, voilà. On peut aller jusqu'à 50 ou 100 maintenant, je crois. Je me souviens plus. Alors, dans les 50, ça passe. Hop. Ouais, 100. 100, ça passe. Ça passe, c'est le maximum. C'est le maximum. Alors qu'avant, on était déjà beaucoup, là. On était limité à... L'avantage, c'est que la fréquence mini, elle est définie par la bande passante mesurée. Donc, en fait, si ton enceinte coupe à 50, en fait, on va commencer à 50. Après, si tu veux, on peut définir une autre valeur si on veut. D'accord. La fréquence max. Automatique, donc ça va en fonction de la bande passante. La fréquence max, donc là, c'est la fréquence max des I2R. Donc là, c'est la remarque que tu faisais tout à l'heure, où ça s'arrête à 150. Donc si par exemple, je la mets à 500 ou 600 ou même à 1000, hop, on peut la mettre à 1000. On augmente le nombre d'I2R, comme ça on en a plus. Maintenant, on va en mettre 100. On va en mettre le maximum, on va jusqu'à la valeur maximum. Et tu peux même changer la résolution. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu peux très bien dire que... tu vois, là, par défaut, on a un tiers, mais tu peux très bien dire que les I2R, on les fait travailler. D'accord, ok. Si tu as vraiment des accidents très dans le grave, tu vois, qui très sont pointus, très pointus, machin. Un truc comme ça. Oui. Voilà. Donc là, si on fait un apply, on va le faire en direct d'ailleurs. On fait un apply, donc il va recalculer. Alors, c'est intéressant de voir ce qu'il a fait sur la courbe de réponse. Et là, normalement, au lieu de s'arrêter à 150, du coup, tu vas voir ton filtre qui va aller beaucoup plus loin. C'est bon, ça a calculé. Mais il a mis du temps, là. Alors, on va voir, c'est intéressant de voir ce qu'il y a sur la courbe de réponse. Donc là, du coup, si on prend en considération que le sub, d'accord? Ouais, alors que le sub, il a... Tu vois, du coup, il a corrigé le sub sur toute sa bande passante, en fait. Oui, voilà, mais pas en pas. C'est ce que je t'ai dit, donc il a corrigé plus loin. Ouais. Mais pas là, on pas a en bas. Non, pas en bas, parce qu'en bas, là, en fait, le problème, c'est que comme il a détecté... voilà. En bas, en fait, ce qu'il faut lui dire, c'est... Que ça, c'est normal, en fait, c'est ça, oui. Enfin, oui, voilà, qu'il faut corriger un peu plus dans le bas, mais c'est via un autre paramètre. D'accord, oui, c'est ce qui me semblait aussi, oui. Voilà. D'accord, ok. Bon, donc là, on a réussi. Mais voilà, mais là, effectivement, on a vraiment corrigé... Là, on a fait un sub qui est plus un sub, donc c'est sympa, mais ça n'a pas d'intérêt, quoi. Qui monte à 1000 Hz. Bon, ça peut être intéressant, il y a des gens qui sont aventureux. Là, le 12 pouces, là, il monte très haut en fréquence, effectivement, mais bon... Non, mais effectivement... Donc là, c'est pas bon. Ce qu'on a fait, c'est pas intéressant, mais c'est très pédagogique, hein, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc là, nombre de filtres FIR, on va peut-être lui mettre, moi je lui mettrais bien une 50,
Enfin, donc déjà à 150, ça me paraît bien, là, oui. Ouais. Enfin, et puis nombre de filtres, On peut lui mettre 50. 50 maxi. Voilà. Ouais, Après, tu peux augmenter la résolution si tu veux. Des fois, ça donne des résultats assez sympas. Ah oui, ça Ouais. peut être... Ouais. On va essayer un 24. Allez. Euh, Alors moi, là, aux fréquences autotransduction bandwidth, alors qu'est-ce que tu En fait, proposes là, en fait, si tu veux, là, en fait, c'est la fréquence de, voilà, c'est la fréquence de transition pour enfin, ouais, simplement, là, globalement, si tu veux, l'optimiseur, s'il détecte une bande passante basse de 50 Hz, il va atténuer progressivement son effet jusqu'à 25 Hz. D'accord. Donc, si tu veux que, au lieu qu'il s'atténue, mais plus bas, donc là, tu vois, on lui met, par exemple, 2 octaves. D'accord. Donc là, à ce moment-là, il va aller chercher plus bas. Donc là, on est revenu à 150, on a mis un 24e d'octave. Et là, du coup, on va refaire un apply et là, on va voir ce que ça fait. Ouais. Et là, on va voir ce que ça fait sur les trucs. Et ça devrait être plus rapide. Oui, normalement, si on nous demandait... Ouais, parce que tout à l'heure, on lui avait un peu demandé... Ouais. Mais il n'a pas planté, mais... Ah non, mais il est... Voilà, donc ça, il a été beaucoup plus rapide. Voilà, il est allé jusqu'à 2 octaves. Et puis là... Et là... Si tu vas dans le graphe, en fait, tu vois qu'il essaye de booster un peu plus. Mais c'est pas terrible toujours. Hein. Il a boosté un peu plus, là, effectivement. Un peu plus. Mais bon, c'est pas... Là, il faudrait trouver une autre... Non, mais je pense aussi, il faut qu'on voit par rapport au filtre. Peut-être que le filtre, tu vois... En fait, ce qui se passe, ouais, c'est que... il corrige ici, mais pas assez... Il n'est pas assez bas. Pas assez bas. On va voir si on peut faire quelque chose. Bah oui. Pour ce cas. Parce qu'après, on peut le corriger à la main, mais bon. Oui, non, mais je comprends. Mais bon, très élégant, quoi. Donc, on revient aux paramètres de l'optimiseur. Donc, effectivement, on a ça. On a aussi donc la longueur des filtres. Alors, ça, on peut peut-être prendre plus de longueur FIR. Si tu veux, tu peux prendre... Là, en fait, avec 100 millisecondes, on est à 8000 taps, globalement. 8000 taps, c'est-à-dire? Bah, en fait, si tu veux, nous, pour un fil de 100 millisecondes, en fait, à 48K, ça correspond à 8992 coefficients. Ah oui, en coefficient, d'accord, voilà. ok, oui. Donc, si tu mets 300, on passe à 16 000. Ouais. Moi, souvent, je peux mettre 300. Ouais, tu peux mettre 300. 5 millisecondes, bah, c'est déjà ce que j'avais. Après, on peut mettre moins, mais... Non, mais moi, je descendrai en 5 millisecondes. Non, je peux mettre 50, pardon. Bah, vas-y. 50, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit, hein. Ouais, c'est pas plus cher. Non, c'est pas plus cher, l'algorithme. Alors, on verra le pré-ring après. On peut l'appliquer comme ça, là, pour voir ce que ça donne, là. Voilà. Voilà, je pense que ça va pas donner... Si, on devrait... On va voir. Bah... Allez, hop, c'est parti. Si, normalement, ça devrait être mieux, parce que là, dans le grave, mon caisson de grave, là, il est en train de se demander, il dit, mais quand est-ce qu'on me donne à manger, là? Alors là, donc, du coup, on voit qu'on a bien boosté jusqu'à... Parce que là, on est à 20 Hz. Hein. Ouais, donc effectivement. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, on est bien arrivé à, tu vois, avoir une réponse un peu plus dans le grave. Donc là, effectivement, bah, du coup, on voit que, typiquement, dans le grave, on a une réponse qui est plane. Donc de à peu près, tu vois, 3 à 35. Je pense qu'on pourrait même descendre un petit peu plus. Hein, là, avec si tu en as eu, on verra après. Hein. On verra après. Donc là, jusqu'à 150. Et puis 150, c'est largement suffisant. Ouais, si et, après, voilà, et après, on a les enceintes qui prennent le relais. Parce que c'est intéressant aussi, si tu veux, de monter un petit peu plus haut en fréquence le caisson, parce que quand tu veux faire les raccordements, eh ben, tu égalises aussi le caisson dans la salle au niveau phase aussi. Donc après, les filtres fonctionnent mieux, quoi. Tu vois. Donc du coup, voilà, donc on a vu un peu les différents paramètres de l'optimiseur. Donc on a vu effectivement, donc on était là, on a vu 300 millisecondes, 50, on a un peu augmenté jusqu'à 2 octaves pour aller chercher plus bas. Pour aller chercher plus bas, le fil référence, le modulus, donc ça c'est la... Comment dire, la méthode qu'on va en fait. Ouais, alors ça c'est bon. On a le choix entre quoi et quoi là. Entre le module et le module au carré. Donc. Ouais, alors là tu vois par exemple un truc assez curieux, c'est que on propose propose à l'utilisateur qui est pas forcément spécialiste de choisir entre les deux. Même moi je vois pas trop Là franchement effectivement c'est un peu. Je sais pas pourquoi on met ça et pas d'autres. Bah, il y a des choix qui sont faits après dans les paramètres après qu'on peut modifier. Ça pour de manière positive, hein, je veux dire, constructive, quoi, tu vois. Mais effectivement, parfois il faut. Voilà. Ça change quoi, ça?
En fait, ça change la manière dont... voilà, c'est comment dire, La manière dont... comment dire, Ouais, c'est le lissage le lissage, quoi, des réflexions est fait, en fait. Mais là, entre les deux, je dois dire que moi, je suis incapable de Entre les deux, savoir ce qui est le mieux. Hein. Entre les deux, mon cœur balance. En fait, Toi non plus. c'est après écoute que je me dis lequel est le mieux, en fait. Voilà. Bon, on peut, Mais je sais que la R&D travaille un peu pour savoir s'il y a un mode un peu automatique, si on aurait une tendance. Mais on l'a pas, comme on n'a pas encore... Donc on écoute entre les deux, quoi. Voilà, exactement, voilà. Et pré-ringing réduction, donc en fait, c'est une technique qui permet de réduire le pré-ringing. Donc en fait, les oscillations, mais alors attention, c'est pas forcément sur sur la réponse impulsionnelle, c'est pas forcément sur la réponse after. Donc c'est sur le filtre. Oui, c'est sur le filtre. Voilà, c'est sur le filtre. Oui, c'est le filtre anti-repliement, quoi. Ouais. Voilà. Donc du coup, voilà, donc on a fait un peu la vue des paramètres. C'est déjà pas mal. Ouais. Et après, donc, dans la spatialisation, voilà. Bah non, mais en fait, oui, il est là. Oui, il est là, en fait. Ah, Vignière, tiens. Alors ça, c'est... Fais voir, attends. Wider, non, j'avais compris Vignière. Oui, parce que Vignière, c'est autre chose. Oui, d'accord. Bandwidth. Alors, SPL weighting, pourquoi DBA Moi, je mets DBC systématiquement. DBC. Oui, effectivement, c'est le niveau qui est utilisé entre les deux. On peut mettre DBC. Ça va juste changer la chaîne de gain, mais après, c'est un peu... On laisse le choix aux gens. Hein. Par défaut, on a mis en DBA. Il me semble, parce que je crois qu'il y avait une raison purement historique à ça. Oui, parce qu'avant, c'était en DBA, mais... c'est ça, ouais. Mais je pense que ça vient de là. DBC est pour moi plus intéressant. Ouais, je pense que ça vient de là, ouais. Donc effectivement, quand... Alors maximum gain, c'est là qu'on peut lui dire d'avoir plus d'IDB. Non, ça c'est pour l'alignement en niveau en fait. Ah, c'est l'alignement en niveau ça. Ouais. Maximum gain on speaker. Non, ça c'est l'alignement entre les différentes enceintes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton gain maxi. Ouais. Si tu veux, si tu as plus de 10 dB de différence entre tes enceintes, du coup, bah, en fait, il va plafonner à 10. À ne pas... C'est peut-être pour ça aussi qu'il nous... Non, à ne pas confondre en fait avec les corrections à appliquer. Avec la correction à appliquer, où là, effectivement, du coup, la correction appliquée, elle, ça se fait dans les paramètres généraux. En fait, maintenant, d'ailleurs, en avant, ça se fait directement via la target curve, via l'excursion curve, en fait. Tu vois, par défaut, on était à plus 6. Ouais, d'accord. Plus 6 moins 10. Après, si toi, tu veux augmenter... Pour tes enceintes et tes caissons, tu veux les mettre à... Le caisson, on pourrait le mettre un peu plus... Moi, ça, c'est Voilà. Donc là, tu te mets à plus 6. Même les enceintes, là, ici, avec les bords, on peut mettre à plus 10. Tu vois. Voilà, tu peux mettre à plus 10, donc tu te mets là. D'accord. Et après... Donc les deux sont linkés. Après, le sub, on peut le mettre aussi à... Et le sub... Sans problème à... Ouais, le sub, après, tu peux... même le mettre à plus... le sub, on avait fait un truc comme ça. Ouais, on avait fait un truc comme ça pour mettre un peu de goût. Oui, parce que là, on peut lui mettre... 20 dB, c'est peut-être un peu beaucoup, mais jusqu'à 12, 13, voilà. 15 dB. Pour donner un peu de headroom. Pour lui donner du headroom, quoi. Donc là, tu prends un mode segment et là, tu le fais comme ça. Oui, j'ai compris ça. Et effectivement, donc là, on est à plus 15. Donc là, hop, on refait ça. Bon, il a fait à peu près la même chose. Hein. Oui, il a fait un peu. Non, il a un peu baissé. Ah, il a un peu baissé, là, oui. Tu vois, il a un peu baissé, en fait. Ouais. Donc, effectivement, tu vois, lui donner pas mal de headroom, des fois, c'est bien. Donne-lui du headroom, ouais. Donc, tu vois, là, on n'est pas très loin, mais tu vois, on a un croise un peu. Ouais. Donc, en fait, à 15, voilà, après... Alors attention, je dis, il ne faut pas faire ça avec tous les caissons. Non, c'est qu'on connaît le... Quand on connaît les caissons. C'est là que je vais amener un plus-value par rapport à... L'avantage, c'est que toi, tu connais tes caissons. Donc là, il va ajuster, voilà. Là, il rajuste, et là, on est parfaitement en plat. Parce que là... Alors, question aussi, on descend à 10 Hz. Hein. Bon, non, c'est pour les audiophiles qui aiment bien descendre à 10 Hz. C'est pour une question d'affichage, en fait. C'est une question d'affichage, mais effectivement... Alors, on le cache. En fait, on a une option dans les graphes pour le cacher. Ah, d'accord, ouais. On le voit ici dans Manage. Non, c'est dans Zoom. High de 10-20 Hz. Ah ouais, d'accord, oui, parce que 20 Hz... Voilà. Donc on le cache dans les trucs, mais on ne le cache pas dans l'excursion curve, en fait. Ah, d'accord, ok, oui. Mais effectivement... 20 Hz, bon... Oui, non, mais... C'est une question visuelle, mais... Non, mais... Il n'y a pas de grave, en fait. En fait, au début, dans les premières releases de Nova, on affichait jusqu'à 10 Hz, parce qu'en fait, ça affichait à 10 Hz sur les machines grand public. Et en fait, les gens, du coup, disaient, mais en fait, ils ne regardaient pas les graduations. Ils disaient, je comprends pas, il n'y a pas de grave dans mes enceintes. C'est juste que c'était décalé. Ouais, c'est ça, oui. C'était purement visuel. Mais, c'est ça ce que je veux dire. Mais effectivement, oui. Donc, mais là... Donc là, effectivement, là, on regarde, on a un truc qui est à peu près plat partout. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. On est pas mal. Donc là, du coup, maintenant qu'on a fait ça, alors,
le premier preset est sauvé automatiquement quand on fait le wizard. Après, Alors comment, ouais, parce que bah là, en fait, du coup, on a tout un menu. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Non. On va en parler vite fait là, de cette barre de menu au-dessus. Oui, c'est utile quand même de sauvegarder des fois Voilà, et plusieurs donc, presets. en fait, effectivement, donc on peut sauver, on peut écraser le preset, on peut le sauver sous un nouveau nom. Donc là, on va le sauver. Hop. Et après, on a tout un système Donc de... ça, c'est dans, Voilà, dans c'est ici, là. c'est le menu qui est en haut là. Ouais. Exactement. Et après, on a tout un système de management ici, où effectivement, donc là, on a devenir des presets, on peut sauver ces presets, les charger, on peut aussi les exporter. Donc si on les exporte, en fait, on va pouvoir les sauver sur le disque dur de sa machine, Ah d'accord. et après les réimporter Sur une autre machine. sur une autre machine. Ah d'accord. Ok. Voilà, donc on a la possibilité... Donc là, on a sauvegardé, là c'est bon. Là, on a sauvegardé, il est par défaut, on peut le protéger en écriture en faisant lock. D'accord. Ouais, d'accord. Voilà. Et là, on peut en avoir combien là, de presets 30. Ouais, donc comme... Exactement. Donc on peut en avoir 30. Donc là, c'est les presets. Et après, ici, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on a la page de réseau ici, network. Oui. Donc en fait, où on a, donc là, on est dans un réseau filaire, on a différents modes de configuration. Donc switched, c'est on a 2 prises réseau, ça marche comme un mini switch. Donc en fait, alors, astuce d'ailleurs, pour ceux qui n'ont qu'un port réseau, comme c'est un mini switch, si par exemple vous branchez votre Nova sur votre box internet, après vous pouvez brancher votre ordi sur le deuxième port de la Nova. Et ça vous donne Internet. Un switch. C'est un mini switch en fait. Mini switch, quand on est en mode switched, ça marche comme ça. D'accord. D'accord, après, oui, ça, si on n'a qu'un port. Oui, c'est que vous avez qu'un port, ouais, c'est une technique comme une autre. Après, on a les histoires. Après, ça, c'est des modes qui sont plus réservés aux grosses structures, où on est en redondance et en mode isolé. Okay. Voilà. Donc, on a les adresses IP, l'adresse IP du Dante. Le service, en fait, il faut savoir qu'avec Trinov, en fait, là, il a réussi à atteindre les serveurs de Trinov, donc ça veut dire qu'en fait, en cas de support technique, on est capable de se connecter à la machine à distance. Allô, c'est allô l'ambulance. Oui, allô Alex, j'ai un problème, je comprends pas. Et du coup, on se connecte, on récupère l'interface, on récupère les infos. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait désactiver à la demande. Ouais, mais enfin, ouais. Non, mais pour des questions de confidentialité. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Et même la RGPD ou des choses comme ça, donc on est un peu obligé de proposer l'option. Bien sûr. Après, il y a les options de clock. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais les clocks, donc voilà, 44, 48 par défaut, 88.2, 96. On choisit soit à l'interne, soit elle est en coax, SPDIF, soit dans la date. Et après, on a la possibilité de se cloquer sur le Dante, tout bêtement. Donc en fait, à ce moment-là, c'est le Dante qui voilà, soit définir en plus la Nova comme horloge leader dans le réseau Dante ou se loquer à quelque chose d'autre. Enfin, il peut y avoir plein d'options disponibles. Et après, bon là, c'est l'affichage des 8 mètres plus classique. Voilà un peu pour la présentation de Nova. Là, effectivement, après, si on fait un bypass, ici, on est en bypass. Oui, voilà. forcément. Donc voilà, si on veut se dire, mais où sont passés mes 4000 €, ils sont là. C'est ça. Dans un bouton. Ok, super, Alexandre, on a fait un grand voyage là. On a fait un très grand voyage. Et maintenant, je propose qu'on va voir avec mesure. Là, moi j'ai Clio, mais on peut le faire à Chromec Wizard aussi, avec ce qu'on veut tout. Voir ce qu'il nous a fait un petit peu pour comparer. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, comme je pense que dans le ST2, dans tous les Trinov, auparavant, c'était comme ça. Je pense que c'est pareil. Donc là, les mesures qui nous présentent, enfin les courbes qui nous présentent, là, c'est des courbes calculées. C'est des courbes calculées. C'est pas les courbes remesurées. Non. Donc là, en général, ça correspond. Hein, donc là, on fait tout pour que ça corresponde, malgré... Oui. Alors après, bon, il faut savoir qu'on... Non, mais ça fonctionnait bien, et donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Donc là, ici, donc on va vérifier un petit peu ça, hein, avec, pour voir un petit peu ce qu'on, au niveau mesure, avec un appareil externe, voir si les prévisions sont bien effectivement, je dirais, pratiquement, réalisées. Ok. Alors maintenant, vérification des mesures, parce que Alexandre nous raconte des choses, il nous montre des choses, mais est-ce la réalité? Le suspense est entier. Complet. Donc, j'y vais, mais j'ai peur. On va vérifier ça. Hein. Donc là, eh bien, on va refaire la manip. Donc là, on va refaire la mesure. Donc, donc on a Clio là-bas, donc avec le micro, donc Earthworks là. Et on va refaire la mesure là-bas. Alors donc, on va regarder ce qui se passe. Oui, donc ça c'est bon. Voilà. Et
on diminue un peu le niveau, voilà, et on refait la mesure. Donc c'est l'enceinte de gauche, l'enceinte de droite, ce sera pareil, hein, de toute façon. Donc, voilà. Alors là, elle est inversée au niveau temporel. Là, je l'avais réinversée tout à l'heure. Donc là, je vais la remettre dans le bon sens. Voilà, on a une inversion de polarité. Voilà, donc là, elle est correcte. On voit que la réponse visuelle est tout à fait correcte. Hein. Bon, on a quelque chose de très correct ici. Donc on va là, on va regarder la courbe de réponse. On voit qu'il nous manque un petit peu de grave. Hein, mais ça, on peut le rajouter, on peut très bien. Et ça, c'est ce qui est intéressant aussi avec cet appareil, c'est qu'on peut très bien aller. Donc, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Oui. Mon cher Alexandre. Hein, alors, je vais te donner les corrections à faire. Déjà, le graphe, tu l'as augmenté de... Parce que là, on a une échelle qui est très dilatée, attention. Hein. Donc là, on est en tiers d'octave, hein, mais avec 1 dB par petite division, là. Ce qui est une échelle dilatée. Ce n'est pas une échelle commerciale, on va dire. Hein. Voilà, donc là, si on regarde ici, on va augmenter on va dire, le graphe de 2 dB. D'accord. Hein, plus 2 dB sur le graphe, de manière générale. Est-ce qu'on ne peut pas faire augmenter d'une manière générale le graphe de 2 dB uniquement? Ah, le graphe de 2 dB. Tout le graphe. Tout le graphe de 2 dB, si on peut. Voici, parce qu'on voit que là, on n'a pas assez de niveau, là. Oui, d'accord. Attends, je vais remettre 1 dB de plus, je vais refaire ma mesure. Non, avec 1 dB. Non, c'est juste pour être sur la ligne, moi, ici. Ah oui, d'accord. Pour être bien aligné, comme ça, hein, je refais. Voilà, donc là on est sur la ligne, c'est plus facile simplement. Hein. Ouais. Voilà. Bon, on voit, alors, à 2 dB, du coup, c'est peut-être un peu beaucoup. Tu vois, je m'étais fait. Faut faire attention au niveau visuel. Ouais, parce 1 que, dB 1 dB seulement, ouais. 1 dB. 1 dB, ouais, dB. Au global. Voilà. Ok, 1 dB au global sur le grave. Hein. Oui, sur le grave. Donc on va faire la mesure. Hein, donc là, à chaque fois. Donc on est vraiment en temps réel. Hein. Voilà. Hop, on fait la mesure. Sans filet, sans casquette, sans fil. Voilà, donc on a bien réglé 1 dB. Par contre, on va maintenant, vous voyez, donc ça c'est bien là. On descend, vous voyez, jusqu'à, on a une courbe ici jusqu'à en gros, à moins 3 dB, on est à 32 Hz. Hein, donc on va dire que ça va avec le couplage qu'il y a là-bas. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. Hein, donc ça c'est bien. On va faire un petit EQ, alors si on peut. Alors là, je pense avec le graphique EQ, ouais, je pense que c'est bien. À 100, qu'est-ce qu'on a autour de 100 Hz? 106, exactement. Ouais, on a 100 Hz. 100 Hz, voilà. Donc le son, tu l'augmentes de 2 dB, plus 2. Ouais, ok, hop, hein, c'est bon. Plus 2 dB, là. Et puis également, on va augmenter le 160 de 2 dB aussi. Ok. Et puis le 200, on va le diminuer de 2 dB. D'accord, ouais, le 160 et le 200, on est dans l'enceinte, donc il faut... Ah oui, c'est dans l'enceinte, exact. Le 100, c'est dans le sub. Hop, donc c'est bon. Parce que là, on a des filtres, on n'a pas de filtre graphique en entrée, c'est uniquement sur les sorties. Hein, oui, c'est uniquement sur les sorties. Ouais. Ça, c'est un truc à revoir, peut-être pas vite intéressant aussi, de mettre des filtres sur l'entrée, parce que après, voilà, c'est pas non plus dramatique. Hein. Bah, c'est des choses qu'on avait sur les ST2. Cool, c'est pour ça, voilà. Mais après, c'est toujours pareil. Oui, il ne faut pas non plus en mettre trop, parce qu'après... en fait, il y avait quand même une volonté de simplification de l'interface de Nova pour éviter d'avoir le côté un peu... Non, mais c'est pas voilà. Après, on apprend et... Ça va aussi, hein, ça va. Il y a peut-être des fonctionnalités qu'on a peut-être sous-estimées, donc après... Alors là, l'intérêt, c'est qu'on le fait en temps réel et on peut mesurer tout de suite la différence. C'est parti. Voilà, donc là, on a fait un truc, vous voyez, qui est pas trop mal. Hein. Alors, il ne faut pas forcément avoir une courbe droite, parce qu'il faut voir aussi que le système, si vous voulez ça, on fait la courbe de réponse où on tient compte en même temps du son direct, des premières réflexions et du champ réfléchi. Oui. Or, la courbe plate n'est pas forcément ce qu'on entend au niveau psychoacoustique. Hein, parce que nous, notre oreille, elle va, c'est une écoute qui va permettre, à certains niveaux, entendre réjecter en fait des champs réfléchis, par exemple, qui sont, j'irais, en dehors de notre effet de notre constante de temps de l'oreille qui n'est pas assez rapide en fait. Hein, donc, en fonction du temps et de la fréquence. Donc, tout ça fait que quand on fait une courbe droite, qu'on pourrait faire avec un bruit rose classique et tout, c'est pas forcément une courbe droite psychoacoustique. Donc, ce qu'on voit là.
faut qu'il n'y ait pas des trous et des bosses partout. Mais ces petits accidents-là, donc, qui sont quand même des accidents minimes, parce qu'on est encore une fois très dilaté au niveau de l'échelle, là, ne sont pas... Il ne faudrait pas penser qu'il faudrait une courbe droite complètement ici, quoi, uniquement. Hein. Après, voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de regarder en ondelette ce qui se passe. Exactement. Hein. Donc on va reprendre notre réponse impulsionnelle et on va aller sur les ondelettes. Alors, on a chargé une ancienne, c'est une ancienne ondelette là qui se recharge. Le Clio il recharge l'ancienne, voilà, qu'on avait tout à l'heure. Bon, je pense qu'on va retrouver la même chose parce qu'on avait modifié un petit peu des choses, mais on l'avait fait en dehors de l'enregistrement. Donc on va reprendre, voilà, on reprend donc notre ondelette qu'on retrouve ici. Hein. Pardon, on va se remettre exactement dans les mêmes configurations d'écran, hein, et on va faire calculette. Voilà. Donc on va calculer notre ondelette maintenant, qu'on pourra comparer avec les ondelettes du ST2 qui étaient dans les mêmes configurations, donc là, qu'on retrouve à peu près en mettant en travaillant un petit peu voilà, on a une ondelette qui est tout à fait cohérente. On voit que on a une très légère retard temporel dans le grave, mais avec une certaine cohérence. Hein. On voit par exemple ici que bon, il y a de l'énergie dans le bas médium là, qui traîne au niveau de la salle, mais ça c'est normal, enfin c'est quelque chose qu'il faudrait travailler acoustiquement plutôt, c'est que là il faudrait mettre des bass traps dans le bas médium, il faudrait un peu enlever pas mal de choses comme ça. Il n'y a plus de budget. Mais en plus il y a du budget, mais il n'a pas le temps de le faire, voilà. Enfin bref. Voilà. Et là, on voit qu'on descend tout à fait d'une manière cohérente. Alors, si on compare par rapport, on comparera par rapport au ST2 après. Hein, donc là, il faut recharger le compte. On a quelque chose où on est dans, c'est pas exactement pareil, mais on est dans quelque chose de très semblable, quoi. Voilà. Voilà. Après, ce qui pourrait encore aller éventuellement plus loin en travaillant encore des paramètres. Tout ça. De toute façon, après, voilà, le Nova, notamment là, parce que c'est vrai qu'on en a quelques, au niveau de la fréquence, notamment de coupure, donc on va encore améliorer le bass management côté Nova. Oui, on a vu que là, la fréquence de coupure, il fallait tâtonner un petit peu. Voilà, tâtonner un peu, mais effectivement, on va importer en fait la gestion plus poussée du bass management qu'on a pour l'instant sur les machines grand public non Nova, donc ça va être intégré dans un futur assez proche, hein, parce que Nova est amené à évoluer, donc ça permettra déjà d'avoir un meilleur accord. Enfin, déjà, on a quelque chose qui n'a rien à voir avec... C'est-à-dire qu'on travaille sur le contenu temporel. Là, toute l'énergie arrive en même temps. Hein. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas les ondelettes, bon, ceux qui ont suivi les stages, ils connaissent, mais... donc là, voilà. Eh bien, on peut voir que là en ordonnée, là, c'est la fréquence, entre 20 Hz et 20 000 Hz. En abscisse, on a le temps. Ici en millisecondes, voilà, on entre 0 et 200 millisecondes, 208, ici, voilà. Donc on voit comment, et là en couleur, entre 0 et 25, entre le rouge et le noir, on a 25 dB de décalage, donc c'est une échelle relative, hein, c'est pas en dB absolu. Mais on voit que là, l'idée c'est que tout arrive en même temps, hein, avec un petit peu de retard petit à petit aussi, qui correspond d'ailleurs à souvent une culture d'écoute qu'on a relativement, je dirais, au niveau de la musique, je dirais, assez, on va dire, électronique ou électro ou tout ça. On a quelque chose qui est assez semblable. Mais en tout cas, on n'a pas de gros problèmes. Et surtout, on a un impact, toute l'énergie arrive en bloc en même temps. Et ça va contribuer à donner vraiment une impression de physique au niveau du son. Et ça, on n'a pas du tout avec, évidemment, c'est pas le même prix, hein, avec un système qui travaille uniquement en IR. Et même s'il y a un peu de FIR dedans qui dans les systèmes genre SonarWork ou Arc, hein, qui travaille aussi sur le grave pour essayer de faire en sorte que le grave gauche et le grave de droite arrivent à peu près en même temps, mais c'est statistique, quoi. Hein, puisqu'on fait plusieurs points de mesure, alors que là, on n'a fait qu'un seul point de mesure. Là, effectivement. Alors, ce point de mesure est intéressant aussi ici, parce que les enceintes, elles ont une directivité qui est contrôlée, qui est croissante, et en plus, elles sont tournées devant elles ont incliné, enfin, le son direct est à 30 degrés à peu près, autour de 25-30 degrés, et ça correspond à la moyenne de la réponse en puissance acoustique de l'enceinte. Alors ça, c'est parce que je connais bien le constructeur de l'enceinte et qui m'a dit ça. Mais c'est pareil, la plupart des enceintes coaxiales, par exemple, on peut utiliser comme ça. On peut utiliser souvent ça. Et bien sûr, vous allez me dire, on perd de l'aigu, mais comme on en rattrape
avec l'optimiseur, bah, on a fromage et dessert. C'est en même temps quelque chose qui est, je dirais, comment dire, qui va générer un champ réverbéré qui est cohérent par rapport au champ direct. Hein, et en même temps, on va pouvoir aussi augmenter un peu le sweet spot. Donc ça, des choses qu'on peut faire à partir du moment où la directivité est contrôlée, quoi. Mais ça, c'est en dehors du système de processeur. Hein, de toute façon, c'est une caractéristique des enceintes utilisées. Voilà, ben, on a fait un grand voyage, un grand tour. Ouais, on a fait un grand tour. Et bah, écoutez, voilà, le Nova, il est encore tout jeune. Hein. Bah, il a 1 an. Il a 1 an, voilà. Donc je pense que là, il va encore grandir un petit peu. Là, oui, il y a mais après, de toute façon, après, on pourra toujours upgrader les anciens appareils en profitant des améliorations pour les anciens clients quand même. Enfin, les clients, c'est quelqu'un qui achète un Nova maintenant, je veux dire, si dans 1 mois ou dans 6 mois, il y a une petite amélioration qui fait du sens. Non, on ne lui dira pas de racheter la machine. On ne lui dira pas de racheter la machine, voilà. Non, mais c'est important. Parce que je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin, quoi. Oui, bah, de toute façon, le ST2 Pro, c'est 2011, 2022, 2023 même. Donc, c'est quasiment 12 ans de développement. Voilà. Nova, bon, effectivement, on a récupéré une partie de ces 12 ans de développement, mais on est quand même reparti d'une belle feuille blanche. Donc, du coup, voilà, on n'en est qu'à 1 an. Donc, je pense qu'en 1 an, on a déjà fait beaucoup de choses. Même comparé au lancement, on a rajouté beaucoup d'options. On a rajouté le bypass, on a amélioré la stabilité. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été apportées. Donc, avec en plus le système de licence, tout ça, ça a vraiment été tout à fait, ouais. quelque chose de complètement nouveau. Donc, voilà, il reste effectivement encore les filtres actifs et peut-être quelques options pour les utilisateurs avancés, comme toi tu peux l'être, Patrick, à rajouter. Mais c'est comme on dit, c'est du work in progress. C'est du work in progress. Nous, chez Trinov, on ne conçoit pas les machines pour les abandonner. Clairement, on a toujours eu une politique de suivi des machines sur le long terme. Nova, même si elle est moins chère, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'exception. Donc voilà, après, on prend toutes les bonnes idées qu'on peut nous remonter à droite à gauche par utilisation et les pratiques. Moi, enfin voilà, les gens comme toi qui calibrent, comme moi qui passons notre temps à mesurer, et puis après, bah voilà, on informe, nous, l'avantage c'est que nous, c'est du circuit court. La R&D, elle est localisée en France, on est en France, on est partout. On dépend pas de, voilà, on n'est pas juste quelqu'un où après on envoie une R&D qui est très éloignée et on ne sait pas forcément comment les demandes sont prises en compte. Là, au contraire, voilà, ça peut être parfois très rapide. Donc voilà, écoute, merci à toi en tout cas. Merci pour l'accueil, merci pour la discussion très intéressante. Et puis j'espère qu'on a éclairci pas mal de zones, j'espère que d'ombre et de différences avec une interface qui est effectivement séduisant et puis avec encore quelques petits c'est bien en fait. Il y a des possibilités de progression encore, donc c'est. Ah oui, il y a une marge de progression qui est quand même assez énorme. Ok. Clairement. On n'en est qu'au début de l'aventure. Merci, allez, à bientôt. Ciao.